L'histoire commence lorsque notre protagoniste, Light, fait ses adieux à sa famille. Son objectif est de devenir un grand aventurier afin que sa famille puisse vivre confortablement. Light arrive dans la grande ville, où il est immédiatement victime de discrimination simplement parce qu'il est humain. Il se rend à la guilde pour s'inscrire en tant qu'aventurier et se voit attribuer le rang F, car c'est sa première fois. La greffière lui demande s'il a un don, et Light lui explique avec enthousiasme qu'il en a un, appelé « Gacha illimité ». La jeune fille lui demande de le décrire, car elle n'en a jamais entendu parler, mais Light pense qu'il serait plus facile de le lui montrer. Light sort son gacha et, après avoir appuyé dessus, une carte apparaît. Light est très fier lorsqu'il explique qu'il peut invoquer tout ce qui se trouve sur la carte, mais cette carte n'est qu'une fourchette tordue inutile et sans intérêt. Light lui assure que celle-ci était un raté, alors il recommence, mais cela ne produit que des objets encore plus inutiles, comme une pomme pourrie et du pain moisi. Light dit que ce n'est généralement pas aussi mauvais, mais elle s'en moque et lui donne sa carte de rang F. Light est impatient de commencer son premier travail, alors l'employé le dirige vers le tableau d'affichage. Malheureusement, Light ne sait pas lire, mais dans ce monde, c'est assez courant car le taux d'alphabétisation des humains est très faible. Heureusement, l'employé l'aide et lui donne une liste de travaux. Ils sont assez bas de gamme, donc il ne paie pas très bien, mais Light est un travailleur acharné et il est impatient de se mettre au travail. Light enchaîne alors plusieurs emplois tout au long de la journée et se retrouve épuisé. Il est également un peu déçu, car une journée entière de travail ne lui a rapporté que suffisamment d'argent pour passer une nuit à l'auberge. Cela ne pose toutefois pas trop de problème à notre héros, car Light se dit qu'il se contentera de trouver quelque chose de comestible dans son gacha. À ce moment-là, des hommes bêtes le bousculent et lui reprochent d'avoir sali leurs vêtements. Les voyous lui volent tout son argent, mais affirment qu'ils l'utiliseront pour payer la facture de blanchisserie. Light leur demande désespérément de le lui rendre, car il ne pourra plus se permettre de passer la nuit à l'auberge, mais les hommes bêtes s'en moquent. L'un d'eux donne un coup de pied à Light en lui disant d'aller dormir dans une porcherie, puis ils s'en vont. Personne autour d'eux n'aide Light, et pire encore, ils le traitent même de « déchet humain ». À ce moment-là, une fille l'aide à se relever, mais Light voit qu'elle est une elfe et il est surpris. Il s'excuse désespérément de l'avoir touchée, mais la fille assure à Light qu'elle ne lui fera pas de mal. Light ne comprend pas pourquoi une elfe serait gentille avec un humain comme lui, et la fille le serre même dans ses bras. Les spectateurs sont dégoûtés de voir une elfe toucher un humain, et Light est complètement sous le choc. Cette elfe s'est sali les genoux juste pour le serrer dans ses bras, alors il se demande s'il est en train de rêver. La jeune fille lui assure que non, et les autres membres de son groupe se présentent. Ils expliquent qu'ils appartiennent à la Concorde des tribus. C'est le nom de leur groupe qui représente les 9 races créées par la déesse. Le membre de la race des bêtes se présente sous le nom de Garu, et l'elfe s'appelle Sacha. Il y a aussi Diablo, le démon, et Abero, le membre de la race des Oni. Le dragon s'appelle Drago. Il y a ensuite Nanu, le nain, Sion, l'elfe noir, et Centaure, le centaure. Cela fait 8 membres, et le groupe révèle qu'il ne leur manque plus qu'un humain pour compléter les 9 races. Light est sans voix, alors il lui explique que leur objectif en tant que groupe est noble. Ils veulent mettre fin à la discrimination raciale et créer un monde équitable pour tous. Ils expliquent qu'ils veulent que Light se joigne à eux, mais Light n'en croit pas ses oreilles. Leur chef lui assure qu'ils sont très sérieux et qu'ils veulent vraiment qu'il les rejoigne, alors Light accepte avec joie. Peu après, Light se retrouve attaqué par des serpents géants et doit être secouru par Drago. Un autre monstre manque de le surprendre, mais Sacha est là pour le terrasser. Elle avertit Light d'être plus prudent et lui rappelle qu'il se trouve dans le donjon le plus grand et le plus difficile au monde, appelé l'abîme. Si quelque chose l'atteint ici, il ne survivra pas. Light s'excuse, alors Sacha lui explique qu'elle s'inquiète simplement pour lui et vérifie qu'il n'est pas blessé. Light fait partie du groupe depuis un certain temps déjà, alors les autres taquinent Sacha en lui disant qu'elle le dorlote comme toujours. Il l'embarrasse ensuite en lui disant qu'elle ne peut s'empêcher de se comporter ainsi avec Light parce que tout son sang afflue à ses joues lorsqu'elle est près de lui. Sacha tente de leur expliquer qu'elle ne veut simplement pas que l'image de leur groupe soit ruinée par la perte d'un membre, mais les autres ne la croient pas. Light se sent assez inutile en ce moment, mais Drago lui dit de ne pas s'inquiéter. Il lui dit qu'il adore le thé que Light leur prépare, et qu'il en fait déjà assez. Light est soulagé d'entendre cela, et le groupe poursuit sa quête. Ils arrivent dans une zone qui ne comporte qu'une seule sortie, et Drago décide que c'est l'endroit idéal. Light suppose qu'il est temps de faire une pause, alors il annonce joyeusement à tout le monde qu'il va préparer son célèbre thé pour qu'ils puissent tous le boire. Il dit que cela ne prendra qu'une minute, mais Drago le fait soudainement taire et déclare que Light est banni du groupe. Light reste sans voix, alors Drago répète ce qu'il a dit. Light est toujours complètement désorienté, alors Garu lui dit simplement qu'il est expulsé du groupe. L'attitude de tout le monde a complètement changé, ils sont tous désagréables, et Garu lui dit qu'il ne leur est plus d'aucune utilité. Même Sacha le traite d'enfant stupide et dit qu'il l'a toujours agacé. Il se demande même si son incompétence est due à un manque de cellules cérébrales ou si c'est simplement une caractéristique des humains.
Ils montrent tous leur vrai visage sans retenue et révèlent qu'ils détestent les déchets humains comme lui. Light espère désespérément qu'ils lui font une blague, mais il lui assure qu'ils ne sont pas descendus jusqu'au fond de l'abîme juste pour plaisanter. Light fait remarquer qu'ils étaient gentils avec lui avant, mais il révèle que c'était juste pour qu'ils rejoignent leur groupe. Ça n'a aucun sens, alors Drago explique que tout ce plan a été mis en place à cause du don de Light. Ça rend les choses encore plus confuses pour Light, car son gacha illimité n'a rien de spécial. Drago révèle que leur supérieur surveillait Light à cause de son étrange don, car il soupçonnait qu'il pouvait être ce qu'on appelle un maestro. La seule raison pour laquelle ils l'ont invité à rejoindre la concorde des tribus était pour pouvoir le surveiller de près. Light leur rappelle que son gacha illimité est un don sans valeur, car il ne lui permet d'invoquer qu'un tas de bric-à-brac, mais cela leur est égal. Ils savent que son don est nul et que ses statistiques sont encore pires. C'est pourquoi les supérieurs ont déterminé que Light ne pouvait pas être le maestro, ce qui signifie qu'il n'est plus qu'un poids mort désormais. Les autres auraient préféré que les supérieurs prennent cette décision plus tôt, car ils détestaient devoir faire semblant de l'aimer tout ce temps. Light ne sait rien de ses supérieurs ni du maestro, mais Drago dit qu'il en a assez entendu. Cela n'a de toute façon aucune importance, car Drago déclare qu'il est temps de terminer le travail. Light n'a jamais été aussi horrifié qu'il ne l'est lorsqu'il réalise qu'il n'est pas seulement expulsé du groupe. Terminer le travail signifie qu'ils vont mettre fin à sa vie. Il est temps de commencer, alors Garou l'attaque et lui lacère le visage. Le corps entier de Light tremble alors qu'il prend conscience de la sombre réalité de la situation, et il s'enfuit pour sauver sa vie. Mais c'est inutile, car le groupe lui dit qu'il n'a nulle part où aller. Il n'aurait aucune chance contre un seul monstre de l'abîme, alors il lui suggère de les laisser simplement lui ôter la vie. Sacha n'a même pas l'intention de lui donner une chance de s'échapper et lui tire une flèche dans la jambe. Garou exprime à quel point il aime chasser les humains, et Sion acquiesce en disant que leurs cris sont comme une musique à ses oreilles. Garou continue de le frapper en donnant des coups de pied à Light, mais Drago dit que cela suffit. Garou veut s'amuser encore un peu, mais Sacha lui rappelle qu'ils doivent s'en tenir au plan. Leur couverture sera qu'un monstre de l'abîme à éliminer Light, ils ne peuvent donc pas lui laisser de marque qui contredirait cela. Garou est prêt à faire les honneurs et dit à Light qu'il a été un punching ball divertissant, il va donc l'exécuter rapidement. Light rampe désespérément pour s'éloigner et se demande pourquoi les choses ont dû se terminer ainsi. Le désespoir de Light atteint son paroxysme, alors il crie qu'il veut vivre, et il déclenche par hasard un piège de téléportation. Drago dit de toute urgence à Garou de ne pas laisser Light s'échapper, mais il est trop tard. Quelques instants plus tard, Light se retrouve dans une autre partie du donjon. Cependant, cela ne lui apporte aucun soulagement, car cela ne change pas grand-chose. Son corps est gravement blessé et il est certain que sa vie prendra fin dès qu'un des monstres de l'abîme le trouvera. Light ne peut s'empêcher de penser à sa famille et se demande ce qui a bien pu mal tourner. Les aventuriers étaient si gentils avec lui, et il pensait qu'ils se rapprochaient après avoir passé tant de temps ensemble. Bien sûr, la réalité est qu'ils l'ont trahi de la pire des façons. Leur amitié n'était qu'une comédie, et ils prenaient en fait plaisir à le tourmenter. Ils étaient tous impatients de le voir éliminé, et ils étaient prêts à le faire avec le sourire aux lèvres. La tristesse de Light s'est rapidement transformée en rage, car il déteste désormais chaque membre de ce groupe et jure de mettre fin à leur vie. Cette colère le motive et sa soif de vengeance refuse de laisser sa vie s'arrêter là. Il jure de leur faire payer et de leur arracher les tripes. Mais les choses prennent une tournure encore plus sombre lorsqu'un monstre apparaît, et Light est choqué de voir qu'il est de niveau 1000. Cela devrait être impossible, et c'est le genre de monstre dont on n'entend parler que dans les contes populaires. Light réalise alors la réalité effrayante, il a été téléporté dans les profondeurs de l'abîme. Il n'y a plus d'espoir alors que la bête s'approche de lui, mais Light refuse de mourir avant d'avoir pris sa revanche. Tout ce dont Light dispose pour tenter de riposter, c'est son gacha illimité, alors il l'utilise. Light active son gacha illimité à plusieurs reprises, tirant carte après carte. La plupart sont encore des objets sans valeur, comme un couteau rouillé et une pomme pourrie, mais Light refuse d'abandonner. Il doit éliminer ceux qui l'ont trahi à tout prix et retourner auprès de la famille qu'il aime. Heureusement, les efforts de Light portent leurs fruits et son gacha brille d'une intensité incroyable comme jamais auparavant. La bête passe à l'attaque, mais il est trop tard, car le gacha de Light a créé une nouvelle carte. Une voix déclare qu'elle ne laissera rien blesser son maître, et une fille apparaît, détruisant complètement la bête de niveau 1000. Cette fille puissante nettoie le désordre qu'elle a causé et s'incline de manière surprenante devant Light. Elle le soigne et s'excuse immédiatement pour cela. Elle dit qu'elle ne pouvait supporter de voir son beau visage et sa belle peau nacrée marquée par d'horribles blessures. Light est stupéfait de l'entendre parler ainsi de lui et encore plus surpris de réaliser qu'elle a guéri toutes ses blessures. La fille lui demande d'utiliser sa belle voix pour dire son nom, alors Light se présente. La jeune fille l'appelle Maître Light et déclare qu'elle vivra à son service. C'est le code d'honneur des servantes, et elle lui promet une loyauté absolue. Après ce discours, Light aimerait savoir qui elle est, alors elle se présente sous le nom de Mei. On l'appelle la servante éternelle, et elle est de niveau 9999. Mais le plus surprenant, c'est qu'elle est une carte super ultra rare issue du gacha illimité de Light.
Cette fille ne veut parler que de sa loyauté, affirmant qu'elle restera liée à Light même au-delà de la mort. Light a toutefois besoin de plus de réponses, alors il tente d'expliquer que son gacha illimité n'a pratiquement aucune valeur et qu'il est impossible qu'une personne aussi incroyable qu'elle puisse en être issue. Mei explique qu'elle possède une capacité d'évaluation qu'elle peut utiliser pour vérifier le gacha illimité de Light, mais qu'elle est une servante humble et qu'elle ne l'utilisera que si on lui en donne la permission. Light la laisse faire, et Mei est stupéfaite par ce qu'elle découvre. Elle explique que les capacités de Light sont cachées sous une épaisse couche de quelque chose appelé Conseal, et qu'il est impossible pour quiconque n'étant pas à son niveau d'en voir les détails. Mei révèle alors que le gacha illimité de Light est loin d'être sans valeur. Il peut être utilisé un nombre infini de fois, et les chances et la rareté des cartes qu'il produit varient en fonction de la densité de mana environnante. Les raretés, en partant du haut, sont les suivantes: extra, super ultra rare, triple S rare, double S rare, normal et erreur. Light est un peu perplexe au sujet du mana, alors elle explique que le mana est quelque chose qui circule partout dans le monde. Cependant, sa densité est la plus faible à la surface, ce qui signifie que les chances qu'une carte super ultra rare comme Mei apparaisse sont proches de zéro. Mais ici, dans le donjon, c'est une autre histoire. Il se trouve actuellement dans la partie la plus profonde du donjon, où le mana est omniprésent. Cela signifie que Light a beaucoup plus de chances d'obtenir une carte rare ici. Mei n'a aucune idée de ce qui s'est passé auparavant, elle admire donc le courage de Light qui a voyagé jusqu'au fond du donjon uniquement pour exploiter tout le potentiel de son gacha illimité. Light n'est pas un menteur, cependant, et il révèle qu'il n'aurait jamais pu affronter l'abîme seul. Il explique qu'il a été trahi, et que son ancien groupe l'a poignardé et lui a tiré dessus avec des flèches. Light pleure, submergé par l'émotion causée par cette trahison, mais sa rage revient également. Il veut leur faire payer à tous et jure de ne pas se reposer tant qu'ils n'auront pas reçu ce qu'ils méritent. À ce moment-là, Mei l'embrasse et s'excuse de lui avoir fait subir tant de souffrances. Elle lui dit cependant de ne pas s'inquiéter, car grâce à son pouvoir, il sera facile de faire tomber le châtiment divin sur ses ennemis. Mei supplie alors Light de lui donner l'ordre de traquer les païens perfides et de lui rapporter leur tête sur des pics. Light hésite pour une raison quelconque, alors il recule. Mei suppose que c'est parce que Light est trop gentil, alors elle lui dit que ses ennemis ne méritent pas sa pitié. Light répond que ce n'est pas le problème. Il a fait confiance à ces gens et s'est fait duper. Il a ensuite failli perdre la vie après avoir été roué de coups et envoyé au fond de l'abîme. La cause profonde de tout cela est sa faiblesse, alors Light a décidé qu'il devait devenir plus fort. Light reconnaît que cela pourrait être impossible pour un humain comme lui, mais il veut se venger de ses propres mains. Light se demande si Mei pense qu'il se fait des illusions, mais elle répond qu'elle ne penserait jamais cela de lui. Au contraire, elle déclare que son souhait est aussi le sien, et que s'il veut se venger personnellement, c'est son devoir de l'aider. Mei dit qu'elle croit en son potentiel plus que tout, alors Light remercie sa fidèle servante. Cela étant réglé, Light manie à nouveau son gacha illimité dans l'abîme, jurant de maîtriser son pouvoir afin de pouvoir établir un royaume qui lui ouvrira la voie de la vengeance. 3 ans plus tard, nous voyons que Light a bâti tout un empire dans les profondeurs de l'abîme. Il dit à sa légion de servantes qu'elles ont toutes fait du bon travail aujourd'hui, et elle remercie toute Maître Light. Toutes les filles sont amoureuses de lui et se demandent si elles ont épuisé toutes leurs chances dans la vie juste pour être près de lui. Une fille va même plus loin, en souhaitant pouvoir sentir ses pieds. Elles deviennent beaucoup trop incontrôlables au goût de Mei, qui demande donc la permission à Light de les faire taire. Light lui répond que ce n'est pas si grave, car elle l'aime simplement beaucoup, et il les laisse faire. Nous découvrons alors l'étendue de l'empire de Light, qui comprend plusieurs magasins et des milliers de personnes menant une vie normale. Tout le monde salue Maître Light, car ils l'aiment tous et lui offrent leur meilleur repas, certains d'entre eux sont à court de provisions, mais Light est un dirigeant bienveillant et il promet d'en informer l'administration. Mei est également sur le coup, car elle veut régler immédiatement tous les problèmes afin que les gens ne se fassent pas une mauvaise idée de la façon dont l'Empire fonctionne. Light reconnaît que la population ici a beaucoup augmenté au cours des 3 dernières années, et qu'il devra peut-être revoir tout le système. La prochaine préoccupation de Light est de savoir où se trouvent ces autres guerriers de haut rang. Ils proviennent tous de cartes ultra rares de niveau 9999 qu'il a invoquées, et Mei explique qu'ils sont tous en mission pour lui. Celui qui s'appelle Aoyuki explore le périmètre supérieur de l'abîme et dresse des cartes. Les forêts autour de l'abîme grouillent de monstres, mais Light est sûr que cela ne posera aucun problème à un dompteur de génie comme Aoyuki. La guerrière suivante est Ellie, qui travaille d'arrache-pied pour développer de nouveaux sorts magiques en accord avec le grand projet de Light. Light a beaucoup de choses à gérer en même temps, il espère donc qu'Ellie ne sera pas dépassée par son projet. Une autre guerrière, Nazuna, patrouille comme d'habitude dans l'enceinte du château. Elle est experte en combat rapproché, ce qui fait d'elle une garde parfaite. Mei ajoute que Nazuna n'est peut-être pas la personne la plus intelligente au monde, mais qu'elle est vraiment très sympa. De retour au château, Mei est agacée de découvrir qu'une certaine personne attendait Light. Il s'agit du guerrier de niveau 7777 nommé Jacques,
et Mei doit lui rappeler de s'adresser à Maître Let de manière plus formelle. Let le lui permet cependant, car il considère Jack comme un grand frère. Les deux hommes sortent pour s'entraîner, et Let annonce qu'aujourd'hui, ils vont y aller à fond. Aucun des deux ne se retiendra, et Let commence le combat par une attaque rapide au ventre de Jack. Jack est impressionné, car il a été repoussé, mais il fait remarquer que ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme la barricade au sang d'acier. L'attaque de Let aurait tué n'importe qui d'autre, mais Jack est une véritable force de la nature. Les deux continuent à s'entraîner, et nous voyons que Nazuna patrouille consciencieusement dans le château. Nazuna dit aux servantes qu'elle exécute un ordre de Maître Let et que c'est une tâche très importante. Toutes les servantes la flattent en lui disant qu'elles sont heureuses d'avoir quelqu'un comme elle pour les protéger, et Nazuna fait de son mieux pour rester humble, car elle ne fait que son travail. Nazuna ne sait pas trop où elle veut patrouiller ensuite, alors les servantes lui révèlent qu'elles ont une demande à lui faire. Elles veulent qu'elle vérifie une certaine zone, car celle-ci leur est interdite. Cette zone s'avère être la chambre de Let, alors Mei se demande pourquoi Nazuna frappe à sa porte. Nazuna révèle qu'elle veut patrouiller à l'intérieur, mais Mei explique que la chambre de Let est déjà très sécurisée. Nazuna la prend au dépourvu en lui rappelant que Let est partie s'entraîner et en lui demandant ce qu'elle fait dans sa chambre. Mei explique qu'il est du devoir d'une femme de chambre de toujours rester occupée, mais Nazuna l'ignore et entre dans la chambre. Nazuna est très observatrice, car il semble que quelqu'un venait de se rouler sur le lit de Let. Ce n'est pas tout, car quelqu'un semblait donner des coups de pied en reniflant les oreillers. Mei a toutefois l'esprit vif et explique qu'il s'agit simplement de sa façon unique de faire le lit. Elle dit que c'est un secret professionnel et que Nazuna ne doit le révéler à personne, et Nazuna tombe complètement dans le panneau. Elle trouve que Mei a un talent incroyable et lui dit qu'elle est vraiment à la hauteur de sa réputation de première invocatrice de Let. Les autres servantes ont également envoyé un message à Nazuna, informant Mei qu'elle n'était pas satisfaite de son monopole sur la chambre de Let. Elles exigent que Mei donne à tout le monde le droit de la nettoyer et ont lancé une pétition pour la destituer de son poste de chef des servantes. Elles déclarent que son règne tyrannique touchera bientôt à sa fin et lui disent de se préparer à être renversée. Nazuna se demande si elle peut faire quelque chose pour aider, mais Mei répond que c'est à elle de s'occuper personnellement des faits de chambre. Elle remercie Nazuna pour son travail, et Nazuna est ravie lorsque Mei lui donne un pourboire. Nazuna se précipite immédiatement dans une boutique qui vient de recevoir une livraison de délicieuses friandises pour dépenser son argent. Nazuna refuse de se laisser influencer par des aliments de qualité moyenne, car ce dont son estomac a vraiment envie, ce sont du lait et des sandwichs aux crêpes. Nazuna engloutit les snacks et trouve Aoyuki dans le château. Aoyuki était censée explorer la forêt autour de l'abîme, alors Nazuna se demande ce qu'elle fait là. Aoyuki parlait miaule, mais Nazuna ne comprend pas ce qu'elle dit, contrairement à Let. La géniale Nazuna tente de deviner ce qu'elle dit, mais sans succès. Elle se demande si Aoyuki a besoin d'aide pour abattre des arbres dans la forêt afin de faciliter la reconnaissance, mais cela ne semble pas être le cas. Nazuna suppose qu'Aoyuki a rencontré un monstre puissant qu'elle n'a pas pu vaincre, mais ce n'est pas ça non plus. Nazuna reconnaît qu'Aoyuki a été invoqué avant elle, mais elle souligne qu'elle semble être la plus âgée et la plus forte. C'est pourquoi elle dit à Aoyuki de ne pas hésiter à compter sur elle si elle en a besoin. Aoyuki en a assez, alors elle parle normalement et révèle qu'elle a accompli sa mission sans rencontrer aucune menace. Elle a terminé la partie de la carte que Mei lui avait demandée et elle vient juste de revenir pour la livrer. De retour à l'intérieur, Nazuna est ravie de voir que sa patrouille s'est bien déroulée, mais elle est déçue de ne pas avoir vu Let de toute la journée. Après avoir rapidement vérifié qu'elle est seule, Nazuna saute sur le trône de Let. Elle pense à quel point il a toujours l'air cool assis dessus et elle aimerait qu'il soit là maintenant. À ce moment-là, Nazuna est horrifiée après avoir cassé un morceau du trône de Maître Let. Elle recolle rapidement l'aile sur l'ange et s'enfuit pour sauver sa vie. De retour à l'extérieur du château, les deux hommes continuent de se battre, mais ils décident d'arrêter pour aujourd'hui. Pendant qu'ils récupèrent, Jack fait remarquer que Let maîtrise désormais parfaitement l'art d'utiliser son corps comme une arme. Let est cependant incroyablement humble et remercie Jack de lui avoir enseigné cette technique. Let est devenu extrêmement puissant grâce à leur entraînement, et Jack affirme que seuls quelques élus peuvent lui tenir tête ici, dans les abysses. Les abysses abritent les êtres les plus puissants de la planète, ce qui signifie qu'il y a encore moins de personnes capables de lui tenir tête à la surface. Cependant, Jack dit tout cela uniquement pour rappeler à Let qu'il existe encore des êtres plus puissants que lui. Let prend bonne note de son avertissement, car le monde de la surface est plein d'inconnus, et il jure de ne jamais baisser sa garde. Let est déterminé à rester en vie à tout prix, car il doit mener sa vengeance à bien jusqu'au bout. À proximité, Mei s'adresse aux autres servantes, mais celles-ci font comme si elles ne savaient pas pourquoi elle voulait les voir. Mei leur récite mot pour mot le message qu'elles lui ont envoyé, y compris la partie « va te faire foutre », et les servantes s'excusent toutes. Ne sachant pas comment s'expliquer, elles inventent une excuse. Elles disent qu'elles savent à quel point Mei est occupée en permanence et qu'elle voulait simplement l'aider à alléger sa charge de travail. Elles ont d'autres excuses, mais cela n'explique pas pourquoi elles ont dit à Mei d'aller se faire foutre à la fin de leur message. Il n'y a pas de bon mensonge pour cela, et le pire,
c'est qu'elles ont envoyé Nazuna délivrer le message au lieu de la rencontrer en personne. L'équipe autrefois unie des filles commence à se désagréger alors qu'elles se rejettent la faute les unes sur les autres, mais Mei en a assez dit. Elle rejette leur demande de nettoyer la chambre de Lett et leur ordonne à la place de nettoyer le couloir qui mène à la salle du trône. Pour leur rendre la tâche encore plus difficile, elle leur ordonne de le faire entièrement à la main. Le couloir est incroyablement long, les filles pensent donc que ce sera impossible, mais Mei leur assure qu'elles y arriveront. Mei va bientôt se rendre à la surface pour une mission pour Lett, elle attend donc des filles qu'elle travaille avec diligence pendant son absence. Ailleurs, Nazuna aimerait acheter une arme qui lui plaît, et Ellie est surprise de la trouver ici. Elle suppose que Nazuna cherche des bonbons, mais Nazuna admire simplement le savoir-faire artisanal de certaines gants de combat. Nazuna pensait qu'Ellie serait en train de faire des travaux de construction ou une inspection comme d'habitude, mais Ellie est en fait en train de faire une pause. Tout se passe si bien qu'elle a suffisamment de temps libre pour se détendre. Ellie pense que Nazuna est un peu plus lente d'esprit que d'habitude, mais Nazuna prouve le contraire en récitant ses tables de multiplication. Malheureusement, elle se trompe dès le début, alors Ellie se moque d'elle et elle commence à se disputer. Ellie souligne que Lett l'a intégrée à ses plans de vengeance, contrairement à Nazuna et son petit cerveau. Nazuna s'empresse de souligner que ses patrouilles sont très importantes, mais Ellie répond que ce n'est rien comparé à ce qu'elle fait. Ellie révèle qu'elle vient de prendre le thé avec Lett pour discuter de l'avancement du plan, et elle nargue Nazuna en lui disant que la prochaine fois, elle réservera une salle privée pour eux. Nazuna veut désespérément prendre le thé avec Lett elle aussi, mais Ellie n'arrive pas à croire que ce soit cette partie de l'histoire qui rende Nazuna jalouse. Nazuna ne voit pas ce que cela pourrait être d'autre, alors Ellie lui fait remarquer qu'il y a autre chose qui attise encore plus la jalousie. Nazuna ne comprend pas du tout ce qu'elle veut dire et suppose simplement qu'Ellie parle de magie. Elle pense qu'Ellie s'inquiète de ne plus pouvoir se défendre sans magie un jour, alors elle lui propose son aide chaque fois qu'Ellie en aura besoin. Ellie cède et accepte, laissant Nazuna s'éloigner joyeusement. Elle retourne à sa patrouille, et Ellie ne peut s'empêcher de penser que Nazuna est unique en son genre. De retour au château, les 4 servantes se plaignent d'avoir eu des ennuis alors qu'elles avaient une plainte légitime à formuler contre leur patronne. Mais comme Mei est leur patronne, elles ne peuvent pas vraiment faire grand-chose, car elle est pratiquement intouchable. Elles aimeraient toutes pouvoir nettoyer la chambre de Lett en ce moment, où elles pourraient toutes renifler ses draps. La fille qui va toujours plus loin rend les choses encore plus folles en disant qu'elle veut lécher tous ses ustensiles usagés. Les autres filles la traitent d'abord de folle, mais finissent par admettre qu'elle ferait la même chose. Les filles ne peuvent s'empêcher de penser que Mei a été la première à être invoquée. Il a fallu 3 mois supplémentaires avant qu'Aoyuki ne soit invoquée en deuxième, alors les filles ne peuvent que se demander ce qu'elles ont fait pendant qu'elles étaient seules. Leurs esprits s'emballent, car elles pensent à quel point la vie peut parfois être pure et inconsciente. Un jeune garçon et une jeune fille étaient seuls dans un donjon mortel, et elles n'arrivent pas à croire à quel point Mei a eu de la chance. Elles sont submergées par la jalousie et souhaitent pouvoir transformer leur colère en une malédiction qu'elles pourraient jeter sur Mei. Elles tentent le coup, mais sont bientôt choquées lorsque Mei apparaît. Elles pensaient toutes qu'elle était en mission, mais elle n'est pas encore partie. Mei explique qu'elle les a entendues répéter « meurt » encore et encore, et elle exige une explication. Elle change toutes de ton pour faire comme si elle lui avait toujours été fidèle, mais Mei n'y croit pas. Les filles finissent par admettre qu'elles étaient submergées par la jalousie, surtout parce que Mei avait pu passer autant de temps seule avec Lett. Mei leur fait remarquer qu'elle n'est pas obligée de leur révéler quoi que ce soit, mais qu'elle le fera pour être gentille avec elle. Elle leur révèle que pendant les 3 mois qui ont précédé l'invocation d'Aoyuki, Lett a passé tout son temps à lire des tonnes de livres et à pratiquer toutes sortes d'arts martiaux. Il était consumé par son désir de devenir plus fort, et il n'avait jamais le temps de faire les choses vulgaires auxquelles les servantes pensaient. Mei avait l'impression d'avoir été trop dure avec les filles et que ses ordres étaient déraisonnables. Elle envisageait de les ménager, mais elle se rend compte maintenant qu'elle avait tort. Les filles ne semblent avoir rien appris, alors Mei leur ordonne de nettoyer également la salle du trône. Cela prendra une éternité, mais Mei leur fait remarquer qu'elles devraient avoir le temps, puisqu'elles en ont passé autant à la maudire. Mei devient très sérieuse lorsqu'elle leur demande d'accepter son ordre, ce que les filles font. Elles se mettent au travail, mais elles ne pensent pas finir de sitôt. Les choses prennent alors une tournure terrible lorsque l'aile que Nazuna a cassée plus tôt se détache. Dans sa chambre, Nazuna est soulagée d'avoir réussi une nouvelle fois à protéger l'objet qui lui a été confié. Bien sûr, elle est toujours déçue de ne pas avoir vu Lett de toute la journée, et elle aimerait qu'il lui donne l'ordre qu'elle souhaite le plus. Elle veut qu'il l'envoie à la surface afin qu'elle puisse détruire tous ceux qui l'ont trahi. Nazuna se calme en espérant pouvoir voir Lett le lendemain, puis elle s'endort. Le lendemain matin, Lett quitte le château et trouve Ellie et Nazuna en train de se chamailler comme d'habitude. Nazuna est ravie de voir que son souhait de la veille s'est réalisé, car elle peut revoir Lett. Lett ne peut s'empêcher de traiter Aoyuki comme un chat, mais les autres filles deviennent rapidement jalouses. Soudain, une bête, identique à celle que Lett a rencontrée pour la première fois dans l'abîme, apparaît. Lett tremble encore de peur chaque fois qu'il voit l'un de ces chiens de l'enfer à cause de cette journée traumatisante,
mais les choses sont différentes maintenant. Let a ses redoutables guerriers à ses côtés, prêts à se battre à tout moment. Le comportement étourdi de Nazuna a complètement changé, car elle est furieuse de voir qu'un simple chien d'entraînement a osé défier Let en sa présence. Ellie est tout aussi en colère, car elle compte bien donner une leçon à cette bête. Aoyuki est également dégoûtée, car la simple présence du chien de l'enfer perturbe Let, alors elle jure d'éliminer toute leur espèce. Elle montre toute leur force en disant à la bête de se préparer à subir toute la puissance de leur niveau 9999. Let les arrête cependant calmement et leur explique qu'il va bien maintenant. Les filles obéissent rapidement à son ordre et se retirent. Let s'excuse étonnamment auprès du monstre de l'avoir effrayé, et il pense que les filles élimineraient certainement tous les chiens de l'enfer du monde entier s'il leur en donnait l'ordre. C'est alors que Let révèle la raison pour laquelle il est venu leur parler. Il vient d'apprendre par Mei que sa mission a été un succès, et il est enfin temps pour eux de mettre leur plan à exécution. Leur proie a mordu à l'hameçon, et ils sont prêts à passer à la deuxième étape. Les filles n'apprécient pas que Mei ait pu les devancer, mais elles sont toutes enthousiastes à l'idée de poursuivre le plan. Let les guide et déclare qu'il est temps de servir son premier plat de vengeance, préparé depuis 3 ans. Dans la ville des loups, nous voyons l'une des cibles de Let. Il s'agit de Goru, qui se promène dans la ville sous les acclamations des habitants qui le considèrent comme un héros, sans se douter de la vengeance qui l'attend. Les villageois aiment tous beaucoup Garou, et l'un d'eux voudrait même qu'il sorte avec sa sœur. Il le flatte sans arrêt, et Garou ne fait pas preuve d'humilité à ce sujet. Il savoure toute cette attention et demande à tous les villageois de laisser passer une mégastar. Un humain fouille dans les poubelles à proximité, et Garou déteste le voir. Il traite cet homme de « déchet de la rue », tout en le jetant à terre, puis lui crache au visage. Garou discrimine les humains comme tout le monde, et il dit à cet homme de ne plus jamais se montrer devant lui. Dans un bar, les fans de Garou admirent même sa façon de boire de l'alcool. Pour récompenser leur bon comportement, Garou leur permet de commander tout ce qu'ils veulent à manger et à boire. Il leur dit que cela ne lui pose aucun problème, car il vient de gagner beaucoup d'argent. Les hommes de Garou profitent d'un festin et lui disent qu'il est une idole pour les gens de basse extraction comme eux. L'histoire de Garou les inspire énormément, car il est passé du statut d'orphelin des bidonvilles à celui de futur chef de meute. Ce n'est pas encore officiel, mais Garou est pratiquement le numéro 1 de la tribu des loups, et les autres membres de la tribu des bêtes n'arrivent pas à croire qu'ils peuvent s'asseoir à côté de lui. Ils souhaitent plus que tout être comme lui, mais Garou leur dit que ce n'est pas facile. S'ils veulent se rapprocher de lui, ils devront apprendre à utiliser intelligemment la perception instinctive dont sont dotés les membres de la tribu des bêtes. Les gars soulignent tous que Garou est au-dessus du lot, et même les dragonutes s'inclinent devant ses compétences. Garou leur donne alors un petit conseil, expliquant que son succès est en grande partie dû à son nez et à son odorat. Il est très important de pouvoir distinguer les bons boulots des mauvais grâce à leur odeur. Il a simplement réussi à percer parce qu'il n'a accepté que les très bons. Les acolytes de Garou l'ont tous observé de très près, ils connaissent donc tous les boulots qu'il a acceptés et se demandent si tout ce qu'il vient de dire est vrai au sujet du boulot qu'il a fait il y a 3 ans. Garou se souvient que c'était le boulot de la concorde des tribus, mais les fans soulignent que Garou ne peut donner aucun détail à ce sujet. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il s'agissait d'une opération secrète que seul Garou pouvait mener à bien. Garou s'excuse auprès de ses hommes, confirmant que la fédération exige le secret absolu sur ce travail. L'un des gars s'excuse d'avoir posé autant de questions, mais Garou leur dit à tous de simplement profiter de la soirée. Au fond de lui, Garou ne peut s'empêcher de penser que le travail pour la concorde des tribus a été le plus facile qu'il ait jamais eu. Tout ce qu'il avait à faire était d'éliminer un pathétique gamin humain soupçonné d'être un maestro. Grâce à cette mission facile et sans effort, Garou est devenu riche et célèbre. Il a toujours été troublé par le fait qu'il n'ait jamais réussi à retrouver Let après sa téléportation, mais Garou était certain que Let n'avait aucune chance de survivre dans les abysses. Cependant, quelque chose le tracasse, et cela concerne les maestros. Il ne sait pas vraiment qui ils sont ni ce qu'ils sont, mais il sait que tous les pays du monde entier sont à leur recherche. Penser à tout cela fait frissonner Garou, qui se rend compte qu'il serait risqué d'approfondir le sujet. Il décide de l'oublier complètement, car il ne veut pas gâcher la situation parfaite dans laquelle il se trouve en titillant le danger. Malheureusement pour lui, son heure est venue, car une mystérieuse jeune fille traverse le bar. C'est Mei, et elle s'excuse d'interrompre la conversation de Garou. Tout cela s'est passé il y a 1 mois, et nous voyons maintenant Garou et ses hommes escorter Mei à travers l'abîme. Mei fait semblant de lutter après avoir voyagé à travers les abysses pendant 1 mois entier, et Garou se dit qu'il ne lui reste plus qu'un petit bout de chemin à parcourir avant de pouvoir révéler ses véritables intentions. Un retour en arrière sur l'arrivée de Mei au bar montre qu'elle a prétendu ne pas savoir ce qui était arrivé à Let. Elle cherchait simplement Garou, qui était censé être un membre de la concorde des tribus. Les hommes de Garou étaient furieux de voir une humaine pitoyable parler à leur chef, mais Garou voulait l'écouter. Mei donna son nom à Garou et expliqua qu'elle vivait au service de son maître, Let, en tant que sa servante la plus fidèle. Garou fut choqué de l'entendre dire « Maître Let », et Mei révéla qu'elle cherchait à localiser Let. Garou craignait qu'elle sache quelque chose sur ce qui s'était passé,
mais il n'y croyait pas, car personne en dehors de la concorde des tribus n'était au courant. Mei mentit alors et dit que Lett était un personnage clé issu d'une famille noble. Garou ne pouvait pas croire cela à propos de Lett, car il avait juste l'air d'un petit crétin, et il accusa Mei d'essayer de les tromper. Mei continua cependant à jouer le jeu et dit simplement à Garou qu'elle ne pouvait donner aucun détail sur les origines de Lett. Garou commença à douter de lui-même, mais il se rendit compte que les gros bonnets derrière cette mission auraient fouillé tous les détails possibles sur Lett. Il n'avait jamais mentionné qu'il était de sang royal, et Lett non plus. Il y avait cependant une infime chance que Mei dise la vérité, et si c'était le cas, Garou pensait qu'il pourrait avoir une énorme opportunité de gagner beaucoup d'argent. Garou dit qu'il avait du mal à y croire, alors Mei continua. Elle expliqua qu'elle avait voyagé partout dans le monde à la recherche de Lett, et que ce n'était que récemment qu'elle avait appris qu'il avait rejoint la concorde des tribus. Malheureusement, elle avait également appris qu'il avait péri dans l'abîme. Garou ne comprenait toujours pas en quoi cela le concernait, alors Mei finit par lui révéler qu'elle voulait qu'il l'escorte. Mei fondit en larmes en expliquant qu'elle voulait vérifier par elle-même l'endroit où Lett avait été vu vivant pour la dernière fois. Garou lui dit bien sûr que se rendre dans les abysses comportait beaucoup de risques, mais Mei était prête à le payer pour son aide. Mei leur montra alors un coffret rempli de lingots d'or qui stupéfia tous les hommes de Garou. C'était de l'or pur, et Garou commença à croire que Lett était issu d'une famille noble. Cependant, le fait qu'elle le paie autant juste pour l'escorter était un peu étrange, et Garou ne pouvait s'empêcher de penser qu'il s'agissait peut-être d'un piège. Mais la confiance excessive de Garou prit le dessus, car il se dit que même s'il s'agissait d'un piège, un simple humain faible ne représentait pas une grande menace pour lui. Si elle tentait quoi que ce soit, Garou était sûr de pouvoir la neutraliser rapidement. C'est pourquoi Garou décida de conclure l'accord avec Mei. Mais Garou était un showman, et il ne s'arrêta pas là. Il fit semblant de ne pas se soucier de l'argent et dit que ses intentions étaient motivées par autre chose. Garou mentit effrontément en disant que Lett était l'un de ses meilleurs amis et même comme un frère pour lui. Garou fit comme si l'argent n'avait aucune importance et dit qu'il devait simplement aider Mei par loyauté envers Lett. Il dit à Mei de se réjouir, car il était le futur chef de la meute des loups et qu'il rassemblerait ses hommes les plus émérites pour l'aider. Il déclara que ce ne serait pas une tâche facile, mais que lui et son noble groupe l'escorteraient à travers le donjon infesté de dangers connu sous le nom d'abîme. De retour au présent, Garou réfléchit à la manière dont il veut s'assurer que Mei atteigne son objectif sans une seule égratignure. Cependant, une fois qu'ils seront arrivés, ce monstre prévoit de lui faire subir des choses inimaginables, juste au-dessus de la tombe de Lett. Le mal coule dans ses veines alors qu'il y pense, et il est impatient d'arriver à destination. Peu après, ils arrivent au dernier endroit où Lett a été vu. Garou ment en disant qu'une meute de monstres les a pris par surprise et a gravement blessé Lett. Puis, il a malheureusement été pris dans un piège de téléportation et n'a jamais été revu. Mei en fait des tonnes pour montrer à quel point elle est triste et se met à pleurer. Garou n'en a pas fini avec ses mensonges, car il dit que l'attaque les a pris par surprise et que le groupe n'a tout simplement pas pu réagir à temps pour sauver Lett. Il présente ses excuses à Mei, qui est en deuil, mais il fait également signe à ses hommes de se tenir prêts. Il coupe la seule voie de fuite, et Garou prend un moment pour réfléchir à la stupidité des humains. Garou en rajoute encore en disant que, malgré son statut de dur à cuire, il n'a finalement pas réussi à protéger Lett. Garou dit qu'il partage la douleur qu'elle ressent, mais l'attitude de Mei change complètement. Elle a complètement cessé de pleurer et dit très sérieusement que son cœur saigne pour Lett. Non pas à cause de sa mort présumée, mais parce qu'il a été amené dans ce donjon lugubre et crasseux pour être trahi par une ville racaille. Sa voix sévère devient de plus en plus furieuse à chaque mot alors qu'elle raconte comment Lett a été battu jusqu'à ce qu'il soit à 2 doigts de la mort. Un regard confus apparaît sur le visage de Garou tandis que Mei regrette de ne pas avoir pu se trouver aux côtés de Lett un peu plus tôt. Elle jure sur tout ce qu'il y a de bon dans ce monde que si elle avait été là, Lett n'aurait jamais souffert d'être frappé à coups de pied et transpercé de flèches. La honte qu'elle ressent est insupportable, et elle veut désespérément réparer son erreur. Le froid de sa voix vengeresse fait naître la peur dans le cœur de Garou, et ses instincts primaires le forcent à reculer. Garou se rend compte que Mei connaît chaque détail de ce qui s'est passé ce jour-là, mais cela ne devrait pas être possible. Les seules personnes qui savent vraiment ce qui s'est passé sont les membres de la concorde des tribus et une poignée de dirigeants d'élite de chaque nation. Garou exige de savoir qui elle est vraiment et pour qui elle travaille, car il soupçonne qu'elle a été envoyée par une autre tribu pour l'espionner. Mei est insultée de l'entendre confondre sa détermination avec quelque chose d'aussi superficiel, et elle répond que son allégeance appartient exclusivement à son maître, Lett. Garou la traite de menteuse pour l'avoir trompée, mais cela s'avérera être une énorme erreur. Mei se tient debout, animée d'une haine intense que même Garou et tous ses hommes peuvent ressentir, et elle déclare qu'ils pourront voir qui est vraiment pourri à l'intérieur lorsque les entrailles de Garou seront répandues sur le sol. Son regard terrifiant s'accompagne d'une pression immense qui envahit toute la pièce, et Garou se met à trembler. Garou doit puiser dans toutes ses forces pour rester debout, et il ne comprend même pas pourquoi elle lui fait si peur. Il pensait que Mei n'était qu'une humaine faible dont il pouvait disposer à leur guise avant de s'en débarrasser.
Il ne comprend absolument pas pourquoi elle est capable de le paralyser et de lui donner des frissons dans le dos. Le regard de Mei ne fait que s'intensifier à mesure que sa haine sans fin se déverse, et Garou commence à réaliser qu'il ne survivra pas à ce qui l'attend. Il décide qu'il n'y a plus d'espoir, mais il est choqué lorsque quelqu'un apparaît et ordonne à Mei de se calmer. Mei obéit à cet ordre en réprimant sa colère, et Garou est encore plus confus. Il se trouve dans l'abîme, et il affirme qu'il est impossible qu'un petit morveux humain ait réussi à descendre ici tout seul. Garou est convaincu que cet enfant doit avoir des alliés, et il demande à ses hommes de garder les yeux ouverts pour les repérer. Garou commence enfin à comprendre à quel point il s'est trompé sur toute cette situation. Son esprit a encore du mal à croire ce que ses yeux voient, car cela devrait être impossible, mais il ne peut échapper à la terrifiante réalité lorsque Lett se révèle enfin. Garou n'avait jamais pensé que Lett pouvait être encore en vie, et Lett salue très calmement son ancien coéquipier. Avec un sourire modeste sur le visage, Lett explique avec désinvolture qu'il est là pour se venger, avec 3 ans d'intérêt. Garou retrouve son sang-froid et rit après avoir vraiment réfléchi à la situation. Lett n'était qu'un humain de niveau 15, et il est risible de penser qu'une personne aussi faible que lui puisse vouloir se venger d'un boss de niveau 150 comme Garou. Rien que d'y penser, Garou rit, et il ne pourrait être plus reconnaissant que les humains soient aussi stupides. Garou continue de rire, mais Lett n'est pas du tout amusé. Garou admet ne pas savoir comment Lett a survécu, mais déclare que Lett a commis une énorme erreur en se montrant à lui. En effet, Garou est certain que lorsqu'il mettra vraiment fin à la vie de Lett cette fois-ci et qu'il ramènera son corps, il deviendra à coup sûr le roi du peuple des bêtes. Lett est extrêmement déçu par l'ignorance de Garou, car il se demande pourquoi Garou n'est pas curieux de savoir comment il a survécu ou même quel est son lien avec Mei. La réaction normale serait d'exiger des réponses, alors Garou admet qu'il ne peut pas vraiment dire à quel point Mei est forte. Garou reprend cependant confiance, affirmant que cela n'a pas d'importance, car 2 humains ne peuvent en aucun cas représenter une menace pour une meute de bêtes comme lui et ses hommes. Garou lui-même est de niveau 150, et chacun de ses hommes est au-dessus du niveau 130. Garou déclare que Lett et Mei n'ont aucune chance car ils ne sont que des humains ordinaires, et que le seul pouvoir de Lett est un don inutile qui ne lui permet que d'invoquer des ordures. Après réflexion, Garou en conclut que Lett a simplement eu de la chance il y a 3 ans et qu'il n'a survécu que parce qu'il a été sauvé par Mei. Lett ne nie pas ce dernier fait, car il est très reconnaissant à Mei de l'avoir aidé, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Garou n'est toutefois pas intéressé par cette explication, il dit donc à Lett de se préparer à sa véritable mort et envoie ses hommes l'attaquer. Il se précipite pour mettre Lett en pièces, mais Mei leur arrache la tête avant même qu'ils ne puissent l'approcher. Les hommes n'ont jamais vu quelqu'un bouger aussi vite, et Mei annonce sévèrement que quiconque osera menacer Lett le paiera de sa tête. Mei s'adoucit immédiatement lorsque Lett la félicite pour son excellent travail et lui demande d'aller surveiller la sortie. Mei est toujours aussi loyale, elle jure sur le code des servantes qu'elle ne laissera personne s'échapper et se précipite. Les hommes de Garou commencent à paniquer, car ils n'ont même pas vu son attaque, mais Garou les rassure en leur disant qu'elle a simplement utilisé une sorte de truc minable. À ses yeux, il s'agissait forcément d'une attaque sournoise, car il était impossible qu'un être inférieur comme un humain puisse les battre. Lett est déçu d'apprendre que Garou n'a pas changé d'un iota après toutes ces années, car il continue de penser que les humains sont inférieurs. Lett se demande s'il a déjà envisagé que les bêtes puissent être inférieures, mais Garou se sent simplement insulté. Les humains ne sont que de faibles perdants avec de minuscules réserves de mana, alors Garou dit à Lett de se régaler les yeux en voyant ce qu'est le vrai pouvoir, et il montre son niveau. Lett, bien sûr, n'est pas impressionné, car il rappelle à tout le monde que les niveaux généralement atteints par chaque race diffèrent considérablement, et que la discrimination qui en découle est à l'origine du mépris généralisé envers les humains. Garou est heureux que le monde soit ainsi, et il déclare que les hommes bêtes sont simplement plus capables que les humains, c'est pourquoi ils sont également plus hauts dans la chaîne alimentaire. Lett s'empresse de souligner que 2 des hommes les plus capables de Garou sont désormais décapités à cause d'un humain, mais Garou accuse Mei d'avoir utilisé une sorte d'objet magique pour y parvenir. Garou en a assez de voir Lett si confiant, et il est exaspéré par la façon dont Lett le regarde. Garou et tous ses hommes attaquent Lett en même temps, mais Lett les frappe tous avant qu'ils ne puissent le toucher. Cette seule attaque de Lett laisse Garou à bout de souffle, et Lett se demande si le loup est déjà fini. Son attitude désinvolte ne fait qu'exaspérer davantage Garou, qui traite Lett de « déchet humain ». Il continue de penser que Lett est un perdant et refuse d'être méprisé par quelqu'un de plus faible que lui. Garou s'éloigne d'eux avec colère et déclare qu'il va effacer le sourire confiant de Lett tout en le faisant se souiller. Pour ce faire, Garou sort une petite sphère lumineuse de sa poche et l'utilise pour invoquer une bête magique, Fenrir. L'invocation provoque un changement dans l'air de la pièce, et Lett est impressionné lorsque Fenrir, la bête de Garou, apparaît enfin. Garou annonce avec confiance que cette bête est son atout secret, car elle est de niveau 500. Les hommes de Garou sont stupéfaits de voir que leur chef possède une arme secrète aussi incroyable, et ils sont soulagés, car ils vont désormais remporter la bataille. Garou dit à ses hommes de rester en retrait et d'observer, et il prévient Lett qu'il va bientôt ressentir toute la puissance de sa bête au niveau incroyablement élevé.
Malheureusement pour lui, Let ne fait que pousser un soupir, déçu de voir que l'arme secrète de Garou est pitoyablement faible. Le niveau 500 n'est rien, et la confiance que Garou y accorde le met mal à l'aise. Garou éclate de rire, pensant que Let a perdu la tête sous l'effet de la peur. Il donne à notre héros une chance de supplier pour sa vie, comme il l'a fait il y a 3 ans, et lui ordonne de se mettre à genoux et de supplier leur Garou de l'épargner. Let a cependant une autre idée en tête, car il veut jouer avec Garou afin de savourer pleinement sa vengeance. Let dit à Garou de l'attaquer comme il le souhaite, et il promet de ne pas bouger d'un pouce de l'endroit où il se trouve. La colère et la frustration de Garou continuent de grandir, car il ne parvient pas à ébranler la confiance de Let. Il refuse de croire que Let puisse tenir ses promesses, alors il annonce qu'il va demander à son Fenrir d'anéantir Let. Il ordonne à sa bête d'utiliser son attaque, Blazing Hole, qui tire un énorme rayon sur notre héros. L'attaque cause des dégâts importants dans les environs, et Garou explique que l'attaque, Blazing Hole, concentre toute la réserve de mana d'un monstre de niveau 500 en une seule explosion. Il dit que cela suffit pour réduire un humain en cendres, et il est donc absolument horrifié lorsqu'il voit que Let est toujours debout, sans la moindre égratignure. Let est resté exactement au même endroit, comme il l'avait dit, et Garou ne comprend pas ce qui vient de se passer. Let garde son attitude désinvolte et se moque de Garou pour avoir donné un nom aussi sophistiqué à une attaque qui n'a fait que soulever un nuage de poussière. Let lui dit qu'il devrait se sentir ridicule, et Garou reste bouche bée, car ce qu'il vient de voir aurait dû être impossible. Les hommes de Garou ne comprennent pas non plus comment il a survécu à l'attaque et se demandent si Garou a une explication. Garou n'en a pas, car la seule réponse est que Let est suffisamment puissant pour neutraliser complètement l'attaque d'un monstre de niveau 500. Let comprend que Garou n'a plus rien à offrir dans ce combat, il décide donc que c'est maintenant son tour. Il commence par dire que Garou ne devrait pas appeler son petit animal de compagnie Fenrir, car cela donne une fausse idée aux gens. Les Fenrir sont des créatures mythiques légendaires dotées de pouvoirs surnaturels, alors Let déclare qu'il va lui montrer à quoi ressemble un vrai Fenrir. Let choque alors tous ces types en sortant une carte ultra rare de niveau 9000. Il libère le dieu loup primitif, Fenrir, et Garou reste figé par le choc lorsque la bête est invoquée. La bête de niveau 500 de Garou était l'un des monstres les plus puissants qu'il ait jamais vu, alors le Fenrir de niveau 9000 de Let le laisse sans voix. Let ordonne à sa bête d'éliminer celle de Garou, alors elle lance son attaque la plus légère. Elle souffle un petit jet d'air par la bouche, qui gèle complètement le monstre de Garou. L'attaque le réduit également en morceaux, et Garou et ses hommes tremblent alors qu'ils prennent enfin conscience de la sombre réalité de leur situation. La colère vengeresse de Let se rapproche d'eux, et Garou n'arrive pas à croire que Let possède un monstre assez puissant pour anéantir son Fenrir en un clin d'œil. Let lui répond qu'il a raison, mais assure également à Garou, terrifié, qu'il aurait pu vaincre lui-même la bête de niveau 500 s'il l'avait voulu. C'est maintenant au tour de Let de dire à Garou de se régaler les yeux, car Let révèle enfin son propre niveau. Il est au niveau 9999, et le corps de Garou tremble désormais de manière incontrôlable, tandis que la confiance inébranlable qu'il avait autrefois se transforme en pure terreur. Garou était persuadé que les humains atteignaient au maximum le niveau 100, alors son esprit cherche désespérément des réponses, et il ne peut que conclure que Let est une sorte d'imposteur. Cela lui semble logique, car Let est exactement le même qu'il y a 3 ans. Il a le même visage et le même corps, mais n'importe quel être humain normal aurait grandi depuis. Alors que l'esprit de Garou sombre dans le chaos, Let lui explique qu'il porte le bracelet de la jeunesse qui l'empêche de vieillir. Let est tellement animé par sa vengeance qu'il force son corps à rester exactement le même afin qu'il lui rappelle toute la douleur, la colère et le désespoir qu'il a ressenti ce jour-là. Il ne l'oubliera jamais et il veut également que ce souvenir reste gravé dans son esprit à tout moment. Garou accepte le fait que c'est le vrai Let, mais cela n'a jamais vraiment eu d'importance. Garou sait désormais que c'est lui qui n'avait aucune chance, car Let est une véritable monstruosité. Garou n'a jamais été confronté à sa propre mortalité auparavant, mais réaliser que sa vie est sur le point de s'achever est absolument terrifiant. Il n'a plus rien à quoi se raccrocher, alors Garou s'effondre complètement et implore le pardon. Il crie qu'il n'avait pas d'autre choix que de suivre les ordres de la Fédération et dit qu'il n'a jamais eu l'intention de faire du mal à Let. La nature lâche de Garou se révèle enfin à tout le monde lorsqu'il dit que même aujourd'hui, ce n'était pas sa faute, car il ne faisait que suivre le plan élaboré par ses hommes. Bien sûr, ces hommes soulignent que tout cela était son idée, alors Garou s'excuse simplement auprès de Let d'avoir trahi sa confiance. Il cherche désespérément quelque chose pour sauver sa vie pitoyable, alors il rappelle à Let tous les bons moments qu'ils ont passés ensemble. Garou dit qu'ils étaient autrefois amis et supplie Let de l'épargner. Garou, qui se prosterne, ressent un peu d'espoir lorsque Let lui explique qu'il souhaite en réalité obtenir certaines informations de sa part. Let veut savoir tout ce que Garou sait sur les maestros, mais malheureusement, Garou n'en sait pas beaucoup. Le groupe avait seulement reçu pour instruction d'en rechercher un, mais Let veut savoir pourquoi le gouvernement cherche désespérément à les trouver. Bien sûr, Garou n'en a aucune idée, alors Let exige de savoir pourquoi la concorde des tribus a quand même essayé de le tuer après avoir découvert qu'il n'était pas un maestro. Garou ne le sait pas non plus,
et il admet simplement ne rien savoir. Light se demande si l'un de ces hommes sait quelque chose, et ils répondent tous que oui. Malheureusement pour eux, Mei a le pouvoir de détecter quand les gens mentent, alors elle les découpe tous en morceaux. Elle déclare que quiconque tente de tromper son maître sera envoyé dans l'au-delà, alors elle dit à Garou de choisir ses mots avec soin. Garou hurle de terreur en voyant tous ces hommes anéantis en un instant, et Light révèle qu'il n'a plus qu'une seule question à poser. Light a montré à Garou ce dont lui et Mei sont capables, et il veut connaître l'avis de Garou. S'il devait entrer en guerre contre le monde entier, Garou pense-t-il qu'il pourrait gagner? Garou a toujours été fier de sa perspicacité et de son instinct, et Light se demande ce qu'ils lui disent à propos de cette guerre qu'il veut déclencher. Light lui rappelle que Mei possède l'œil de la vérité qui peut tout voir, et il avertit Garou de ne pas mentir. Garou craint que sa réponse ne lui coûte la vie, mais comme celle-ci est de toute façon en danger, il se souille. N'ayant plus d'ego pour alimenter son arrogance, Garou choisit ses mots avec beaucoup plus de prudence. Il dit que, compte tenu de l'immense pouvoir dont dispose Light, il est certain que la bataille tournerait à l'avantage de Light dès le début. Cependant, quel que soit le niveau de Light, il n'est qu'une seule personne. Les différentes nations du monde ont passé de nombreuses années à stocker des armes, des armures et des objets spéciaux. Leurs armées sont vastes et leur puissance combinée est incommensurable. Garou dit qu'une fois qu'elles se seront toutes ralliées contre Light, même lui aura du mal à gagner. Light est étonnamment satisfait de cette réponse, car c'était exactement ce qu'il supposait de toute façon. Une seule personne ne peut pas tout faire sur le champ de bataille, c'est donc logique. Light révèle qu'il a en fait une autre question, mais qu'elle peut attendre après leur téléportation. Light utilise alors une carte de téléportation pour les ramener à son château. Garou n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve, mais il est plus choqué qu'il ne l'a jamais été de toute sa vie lorsqu'il voit ce que Light lui réserve. Light l'a amené dans sa salle du trône, où une immense armée s'étend à perte de vue devant lui, attendant ses ordres. Light fait un seul pas, et toute l'armée s'agenouille devant son maître. Garou est choqué par l'ampleur de la suprématie de Light, car le poids du véritable pouvoir de Light finit par écraser ce qui lui restait de raison. Light prend place et ordonne à tout le monde de se lever afin qu'ils puissent afficher leurs statistiques. Son armée apparemment infinie de guerriers uniques obéit à son ordre sans hésiter, et une mer de chiffres envahit la pièce. Chacun des guerriers de Light se distingue par une présence unique, leur niveau atteignant plusieurs milliers, une collection d'êtres si distincts en apparence que chacun d'entre eux ressemble davantage à une légende qu'à un soldat. Même les plus faibles d'entre eux ont un niveau supérieur à 1000, tandis que certains des plus forts sont de véritables bêtes mythiques, atteignant des niveaux aussi élevés que 9000. Au sommet se trouvent les guerriers d'élite de Light, qui ont tous atteint le niveau maximum de 9999. Light explique à Garou que ce sont les forces qu'il a rassemblées au cours des 3 dernières années. À cet instant, l'expression de Garou incarne le désespoir pur, la prise de conscience qu'il se trouve face à un pouvoir bien au-delà de tout ce que son esprit pourrait jamais comprendre. Light s'apprêtait à lui demander à nouveau quelles étaient ses chances de gagner une guerre contre le monde entier, mais le visage de Garou lui avait déjà révélé ce qu'il voulait savoir. Light félicite Garou, car il a mérité la récompense de languir dans une douleur et un désespoir bien pire que tout ce qu'il pouvait imaginer. La peur de Garou a vidé tout son corps de sa vie lorsqu'il réalise que lui et les autres sont responsables d'avoir donné naissance à cette monstruosité maudite qu'est Light. Light pourrait mettre fin au monde en un clin d'œil, et tous ceux qui ne sont pas de son côté sont condamnés. L'esprit de Garou s'est effondré après avoir été témoin de ce à quoi ressemble vraiment un pouvoir insondable, et tout ce qu'il peut faire, c'est appeler Light le seigneur de la destruction. Garou peut à peine parler à ce stade, alors qu'il lutte pour faire sortir les mots de sa bouche, et il parvient tout juste à demander à Light s'il essaie de devenir un dieu. Light admet que cela lui plaît, d'autant plus que cela correspond à ses objectifs. Quelqu'un lui cache la vérité, et il ne connaît pas ses intentions. Si cette personne agit pour des raisons justes, alors Light choisira la voie d'un dieu altruiste. Cependant, si elle agit pour des raisons néfastes, alors Light déclare qu'il devra suivre la voie d'un monarque satanique. Le pouvoir qui lui permet de faire tout cela provient de sa seule capacité. Grâce à elle, Light peut soit accorder des bénédictions et la fortune, soit tout noyer dans le désespoir. Le monde a une chance de prouver ce qu'il mérite en révélant simplement la vérité qu'il cache. Le plan de Light pour l'avenir est déjà en marche, il annonce donc à son armée qu'il est temps de commencer leur marche depuis les abysses vers la surface, hors des ténèbres et vers la lumière. Quelque temps plus tard, Light décide finalement de rentrer chez lui pour montrer à sa famille à quel point il a réussi. Mais lorsqu'il arrive, il est horrifié de découvrir que sa maison a été complètement détruite. La terreur envahit tout son corps lorsqu'il réalise que sa ville natale a été décimée par une force inconnue pendant ses années d'absence. 6 mois plus tard, Light ne trouve qu'un mince réconfort dans le fait que les corps de sa famille n'ont pas encore été retrouvés, ils sont peut-être encore en vie, et c'est le dernier espoir auquel il peut se raccrocher. Gold, le guerrier de Light, veut qu'il trouve un endroit où séjourner, mais Nemu, une autre guerrière, doit lui rappeler d'être plus gentil, car Light est en deuil. Les deux se disputent, car Gold veut séjourner dans un hôtel, mais la ninja est prête à rester avec Light n'importe où.
Leur dispute se transforme rapidement en une querelle puérile pour savoir qui est le plus loyal envers Light et qui serait prêt à endurer les pires conditions pour son maître. Light dit qu'ils peuvent s'inquiéter du logement plus tard, car pour l'instant, ils doivent obtenir des informations sur la guerre qu'ils s'apprêtent à mener. Leur objectif est désormais de connaître la puissance militaire de chaque nation dans le monde. Light n'en est pas certain, mais il pense que la destruction de sa ville natale a un rapport avec l'accusation selon laquelle il serait un maestro. Light est alors pris d'une rage intense, car il ne comprend pas pourquoi les maestros sont si importants qu'ils peuvent entraîner autant d'effusions de sang. Il déclare que si le monde s'avère être rempli de mal et de corruption, il n'aura d'autre choix que de tout réduire en cendres. Le pouvoir qu'il habite lorsqu'il est en colère effraie ses alliés, qui lui suggèrent de modérer son comportement en public. Light prévoit d'adopter une attitude plus agressive à l'avenir, il enfile donc un masque pour cacher son identité. Il demande aux autres de ne pas l'appeler Light lorsqu'ils sont à la surface, car ici, il souhaite être appelé Dark. Ce nouveau nom empêchera les tribus conquises d'apprendre son identité, et il décide d'enregistrer Dark en tant qu'aventurier et d'augmenter son rang en accomplissant des quêtes. Obtenir des informations est la chose la plus importante pour le moment, et avoir un rang plus élevé signifie qu'il pourra poser des questions à des personnes de niveau supérieur. En chemin, il rencontre une famille qui se fait voler. Gold révèle leur couverture en se présentant, mais les bandits s'avèrent faciles à vaincre. La famille les conduit à Dragon City et leur explique que les donjons qui s'y trouvent sont parfaits pour quelqu'un qui cherche à monter de niveau. La qualité des donjons y est extrêmement élevée et attire de nombreux aventuriers. Light leur dit qu'ils sont des aventuriers débutants, mais après leur séparation, la jeune fille se demande s'il est normal que des débutants soient aussi forts qu'eux. C'est la première fois que Gold et Nemu viennent à la surface, ils sont donc émerveillés par tous les magasins d'armes et d'armures. C'est parce que c'est une ville d'aventuriers et que le royaume des nains est spécialisé dans la forge. On dit que la majorité des aspirants aventuriers ici sont des humains, ce qui se vérifie puisque la guilde est remplie d'humains. Ils semblent terrifiés par les autres races, ce qui montre clairement que les humains sont maltraités ici comme partout ailleurs. Peu après, Nemu est furieuse lorsque son maître Dark se voit attribuer le rang F. Malheureusement, tout le monde doit commencer ainsi, mais Nemu refuse de l'accepter. Elle affirme que son maître Dark est l'être humain le plus puissant de toute l'histoire et déclare que son rang devrait être SX pour Super Extra. Cependant, l'humble Light accepte le rang F et s'inscrit avec succès. L'homme qui l'a sauvé plus tôt s'appelle Cornell, et il s'avère être le propriétaire de l'auberge. Light loue tout le dernier étage pour un mois et demande que personne n'y mette les pieds pendant leur séjour. Cornell refuse d'accepter le paiement après que Light lui ait sauvé la vie, mais Light insiste. Une fois cela réglé, Light utilise des cartes de détection pour s'assurer qu'il n'y a pas d'objet susceptible de les espionner dans leur chambre. Nemu s'est posé une question pendant tout ce temps, et elle fait remarquer que Light pourrait être blessé dans la poursuite de son objectif ambitieux. Il pourrait très bien rester dans son château et simplement ordonner à ses guerriers d'exécuter ses ordres. Light est furieux à l'idée de ne pas accomplir sa vengeance de ses propres mains, et Nemu se rend très vite compte de son erreur. La soif de vengeance irrésistible de Light fait trembler tout le bâtiment, et Nemu s'excuse abondamment. Gold admire la façon dont Light veut s'occuper de cela lui-même, et Light reconnaît que Nemu veillait simplement à sa sécurité. Light s'excuse d'avoir laissé sa colère prendre le dessus, mais Nemu montre son remords en embrassant son pied. De nombreux dirigeants dans ce monde forcent leurs partisans à faire cela, mais Light déteste cela, c'est trop embarrassant à ses yeux, mais Gold dit qu'il aime plutôt ça. Le lendemain, Light remarque à quel point les boutiques sont animées, ce qui montre clairement que le donjon doit être aussi bien que le prétend la publicité. Les gens sont émerveillés par l'armure de Gold, mais ils remarquent également le masque de Light, et celui-ci se demande si cela ne le fait pas trop ressortir. Il y a une file d'attente interminable pour entrer dans le donjon, mais Gold remarque qu'il n'y a pas d'elfes. Cela semble logique, car les elfes et les nains se disputent actuellement la propriété du donjon. Light est mal à l'aise à cause de la proximité de Nemu, mais elle lui explique que c'est sa façon de le protéger. À ce moment-là, il remarque 3 personnes mystérieuses encapuchonnées qui doublent la file d'attente. Cependant, la personne à l'avant se comporte avec une incroyable vivacité malgré l'arme géante et manifestement lourde qu'elle porte. Certains aventuriers sont trop terrifiés pour dire quoi que ce soit, mais pas Light, qui rappelle à l'inconnu que doubler la file d'attente est contraire aux règles. Celui-ci est furieux, car il n'arrive pas à croire que Light ne le connaisse pas, mais Light s'en moque et maintient ce qu'il a dit. Ses guerriers se joignent à lui pour l'insulter, tandis que Nemu se demande si ces types sont trop bêtes pour comprendre le principe des files d'attente, ce qui met le type vraiment en colère. Il refuse qu'on lui parle ainsi, lui qui est un humain répugnant, mais son serviteur lui rappelle de se retenir afin de ne pas faire de scène. Ce type est manifestement très fort, car son serviteur lui rappelle qu'utiliser son épée serait aller beaucoup trop loin. Il décide de se mettre à la fin de la file d'attente, et tous les aventuriers présents disent à Light à quel point c'était incroyable. L'autre groupe s'excuse de ne rien avoir dit par crainte de déclencher une bagarre, et ils sont reconnaissants à Light d'être là. Ils ne peuvent s'empêcher de se demander si l'armure de Gold est en or véritable, mais Nemu les ramène à la réalité en leur disant qu'elle est fausse.
L'or est trop malléable pour être utilisé dans une armure, et les aventuriers s'excusent d'avoir posé une question aussi stupide. Gold utilise cette couleur davantage comme un symbole pour exprimer son dévouement en tant que chevalier. Les aventuriers peuvent voir que c'est leur première fois dans le donjon, car ils ne sont pas venus entièrement préparés. Les premiers étages sont incroyablement vastes, si bien que beaucoup de gens y campent pendant des jours, mais le groupe de Light n'a pas de matériel de camping. Light se rend compte qu'ils ont pris l'habitude de tout transporter dans sa boîte à objets, alors Nemu se demande s'il ne devrait pas emporter de faux bagages pour avoir l'air normaux. Bientôt, c'est leur tour d'entrer dans le donjon, et Light est émerveillé par le caractère unique des donjons. Ils sont très mystérieux, et pour comprendre leur véritable fonction, il faudrait analyser en profondeur leur cœur, il serait probablement impossible de tout savoir à leur sujet, et Light est sûr qu'Ellie n'y parviendrait pas non plus. Les donjons sont remplis de mana qui devient plus puissant à mesure qu'on s'enfonce en profondeur, et cette puissance donne naissance à une variété de monstres et de pièges. Les possibilités sont infinies, et les donjons peuvent même être comme un monde à part entière. Ce donjon est incroyablement beau, et Gold ne sent personne à proximité, il dit donc à Light qu'il peut utiliser certaines de ses cartes. Light utilise des cartes qui dissimulent leur présence et leur permettent de voler, afin qu'ils puissent facilement traverser le donjon. Light ne cesse d'étonner Nemu avec ses capacités, car il possède également une carte appelée « Clairvoyance », qui lui indique le chemin le plus rapide vers l'étage suivant. Toutes ces capacités rendent parfois les choses trop faciles et ennuyeuses, mais cela lui fait gagner beaucoup de temps. Pendant ce temps, le type de tout à l'heure est toujours en colère d'avoir été rabaissé, et il laisse éclater sa colère en utilisant son épée géante pour éliminer quelques orques. Il dit qu'il est le plus jeune et le plus élite des guerriers parmi les chevaliers blancs du royaume elfique et se qualifie lui-même de génie. Il s'appelle Kedo et déclare être un héros légendaire qui a tué un maestro à lui seul. Son serviteur, Yann, lui rappelle que leur objectif est de vaincre les trolls dans les étages inférieurs, mais cela met Kedo en colère. Il explique que ces orques l'ont insulté en le défiant, et que personne n'a le droit de faire cela car il est le descendant direct d'un maestro. Il reproche à son faible niveau aux gens de penser qu'ils peuvent le défier, mais Yann ne pense pas que le niveau 1500 soit faible, il est bien au-delà du niveau maximum typique des elfes, mais la rage et l'ego de Kedo ne lui permettent pas de l'accepter. Kedo déclare qu'il va devenir plus fort afin de pouvoir punir ceux qui lui manquent de respect. Yann partage ce sentiment, car ils ont tous deux été exilés. Yann a été banni à cause de ses recherches interdites, mais il promet de mettre ses recherches à profit pour Kedo. Au fond de lui, Kedo sait qu'il ne peut pas faire confiance à Yann, il prévoit donc de se débarrasser de lui après qu'il l'aura aidé à monter de niveau. Ailleurs, Light et son groupe finissent d'éliminer quelques trolls géants. Il leur suffit de fournir à la guilde la preuve qu'ils sont arrivés au 3e étage pour qu'ils puissent monter en grade, alors ils récupèrent quelques gemmes sur les bêtes et rentrent chez eux. Sur le chemin du retour, ils remarquent que le groupe rencontré plus tôt est en train de se battre. Ces derniers s'entraident pour éliminer quelques gobelins et sont surpris lorsque le groupe de Light apparaît de nulle part. Light les a en fait sauvés d'une attaque par un serpent dangereux et leur rappelle que même s'ils se sont bien battus, ils ne doivent jamais baisser leur garde. Ils lui expriment tous leur gratitude, mais nos héros deviennent très sérieux lorsqu'ils réalisent que quelque chose se prépare. Des loups terrifiants surgissent des bois, mais ils ne devraient pas se trouver dans cette zone, des monstres aussi puissants ne devraient être présents qu'au cœur de la forêt, et le groupe d'enfants pense donc qu'ils devraient s'enfuir. Light explique que les loups ne sont pas le véritable problème, et le groupe est stupéfait lorsque les loups passent juste à côté d'eux. Les enfants sont terrifiés alors que le véritable danger approche à grands pas, et il s'avère qu'il s'agit d'un monstre mante géante. Les enfants sont terrifiés, car ce monstre aurait été exterminé il y a 10 ans. Leur chef explique à Lett qu'ils ont juste besoin d'aide pour le déséquilibrer afin de pouvoir s'enfuir, mais Lett a une autre idée. Il fait remarquer qu'ils veulent juste s'enfuir de toute façon, alors il demande à leur groupe si son équipe peut simplement chasser la bête elle-même. Les guerriers de Lett ne craignent pas du tout ce monstre et l'évaluent simplement. Il semble être d'un niveau d'environ 5 cents, et ils déterminent que cela ne représentera même pas un défi. Les enfants sont convaincus que combattre cette créature reviendrait à jeter leur vie aux orties, mais Lett les assure qu'ils s'en sortiront. Nemumu déclare qu'il est temps d'écraser l'insecte, mais Gold est le premier à passer à l'action. Il lance une série d'attaques, mais il est déçu lorsque la mante parvient à tout encaisser sans même recevoir une égratignure. Lett veut ensuite tester ses capacités, alors il utilise une carte flèche de feu, mais le monstre la renvoie simplement vers eux. Le jeune groupe est terrifié, craignant que leur vie touche à sa fin, alors leur chef ordonne à leur mage de soutenir l'équipe de Lett. Elle semble horrifiée au début, mais il s'avère qu'elle est en fait simplement impressionnée par Lett. Il a réussi à lancer un sort de combat sans incantation, et elle ne comprend pas pourquoi les autres ne paniquent pas après avoir vu cela. Le chef dit qu'il n'y a pas de temps pour être impressionné car ils doivent aider l'équipe de Lett, mais Gold se contente d'en rire. Il dit aux jeunes de simplement regarder et d'apprendre, car il va leur montrer comment un chevalier manie son arme sur le champ de bataille. Gold est sûr qu'il pense comme tout le monde, généralement, un bouclier sert à se défendre et une épée sert à attaquer. Gold, cependant, affirme que ce n'est pas toujours le cas.
Il déclare qu'il suffit d'une contre-attaque bien synchronisée pour transformer un bouclier en une arme puissante, et il utilise son bouclier pour briser la puissante griffe du monstre. Sa leçon suivante consiste à utiliser une épée lorsque l'ennemi est acculé. Son attaque suivante coupe la jambe du monstre, et Gold explique que les combats reposent avant tout sur la créativité et l'habileté. Les enfants réalisent que ce type n'était pas seulement un beau parleur, et Let annonce que c'est son tour. Il utilise à nouveau sa flèche de feu, mais cette fois-ci, il modifie sa trajectoire afin que la menthe ne puisse pas la bloquer. Let fait de même avec d'autres flèches et fait pleuvoir le feu sur la bête. La jeune magicienne perd complètement la tête après avoir vu cela, car Let est capable de contrôler 30 flèches à la fois. Les flèches sont toujours plantées dans son corps, alors Let les assemble pour briser l'autre bras de la bête. Let déclare qu'il est temps de mettre fin à ce combat, mais la menthe religieuse s'enfuit pour sauver sa misérable vie. Let lui reconnaît le mérite d'avoir été assez intelligente pour le faire, mais il est trop tard. Le monstre s'est attaqué aux mauvaises personnes, alors Let utilise sa carte pare-feu pour créer un immense mur de feu. La bête n'a aucun moyen de s'échapper, et la jeune magicienne n'en croit toujours pas ses yeux, car Let lance désormais des sorts de classe tactique sans incantation. Ses amis ne l'ont jamais vu comme ça auparavant, mais elle ne peut s'en empêcher, car ce que fait Let est complètement fou. La menthe vole dans les airs dans l'espoir de s'échapper, mais Nemunu est juste derrière elle. Elle dit à la bête qu'elle peut être reconnaissante d'avoir réussi à retenir l'attention de son maître pendant si longtemps, mais elle découpe le monstre en morceaux. Gold se moque d'elle pour cette attaque, car même si elle était très puissante, elle a également détruit toutes les parties utiles de la bête. Nemunu réalise rapidement son erreur, car ils ne pourront désormais plus rien vendre. Aux yeux des enfants, les trois agissent de manière très décontractée, mais leur pouvoir est indéniable. Ils ont rapidement vaincu un monstre légendaire, et les enfants ne peuvent que se demander qui ils sont. Au bout d'un moment, l'un des enfants annonce qu'ils ont touché le jackpot. Ils étaient en train de piller la menthe, et l'enfant a trouvé la gemme magique. Gold dit à tout le monde qu'ils ont de la chance que Nemunu ne l'ait pas coupé en 1000 morceaux. Let est soulagé, car cette gemme magique l'aidera sûrement à monter en grade au sein de la guilde, mais un enfant veut juste savoir s'ils font partie d'un groupe célèbre. Il se demande s'ils sont de rang B, A ou même S, et il est choqué lorsque Let révèle qu'ils sont en fait tous de rang F. La jeune magicienne se rend utile en utilisant un sort d'eau et en disant aux autres qu'ils peuvent s'en servir pour se laver les mains. Après s'être nettoyés, Let les remercie de l'avoir aidé à se laver les mains, mais les enfants sont beaucoup plus reconnaissants envers l'équipe de Let qui leur a sauvé la vie. En échange, les jeunes aventuriers proposent de partager un campement pour la nuit, mais Let ne veut pas leur imposer ce fardeau. Le chef fait remarquer que le soleil va bientôt se coucher et que cet endroit devient beaucoup plus dangereux la nuit. En outre, il souligne que sa petite sœur a très envie de parler de magie avec Let. Let accepte leur offre, et cette nuit-là, ils savourent tous un délicieux repas. La jeune magicienne est ravie d'apprendre que les parents de Let sont tous deux des mages, car cela explique pourquoi Let est si douée. La jeune fille s'appelle Maya, et Let la complimente également sur sa magie. Maya, bien sûr, fait remarquer qu'elle ne peut pas lancer de sorts silencieux comme Let, et qu'ils ne sont donc pas au même niveau. Elle se met en colère lorsque son grand frère ne comprend pas à quel point c'est impressionnant, et lui donne une petite leçon. Maya commence par dire que le mot « impressionnant » est loin de décrire à quel point ce que Let a fait est incroyable. Elle explique ensuite qu'il existe 3 catégories de sorts en magie. Les sorts de combat, tels que la flèche de feu et l'épée de glace, sont conçus pour être utilisés contre une seule cible. Les sorts tactiques, tels que le pare-feu, sont conçus pour affecter une zone beaucoup plus large. Les derniers sont les sorts stratégiques, qui sont suffisamment puissants pour avoir un impact global, comme les tsunamis, les tremblements de terre et les météorites. Ils se distinguent des autres catégories car ils nécessitent qu'un groupe entier de mages accumule du mana et récite une incantation pour être lancé. Pour les dragonus, les elfes noirs et le roi démon, lancer des sorts avancés est facile. Cela devrait être impossible pour les humains, mais Let est capable d'en lancer un sans même réciter d'incantation. C'est tout à fait inédit, et Maya ne saurait trop insister sur le caractère légendaire de cet exploit. Le chef ne comprend pas grand-chose à la magie, mais il peut dire que Let semble être une bonne personne. En outre, il dit à sa sœur que sa magie est également très bonne, car elle a pu obtenir une recommandation pour l'Académie de magie. L'Académie se trouve dans un endroit appelé Dachi, une nation créée conjointement par toutes les races. L'Académie de magie qui s'y trouve est la plus prestigieuse au monde, et Gold est donc certain que Maya impressionnera bientôt tout le monde. Malheureusement, Elio explique qu'ils ont perdu leurs parents il y a quelque temps, et qu'elle n'a donc jamais pu aller à l'Académie. C'est pourquoi ils ont formé leur groupe avec leurs plus vieux amis afin de gagner suffisamment d'argent pour subsister. Ils ont bien réussi jusqu'à présent, et le nouvel objectif d'Elio est donc de gagner suffisamment d'argent en partant à l'aventure pour envoyer Maya à l'Académie. Leurs amis partagent également cet objectif, et Maya ne pourrait être plus heureuse d'être entourée de personnes aussi formidables. Leur proximité rappelle à Let sa petite sœur, et Let leur assure qu'ils atteindront leur objectif. Elio se demande pourquoi Let part à l'aventure, mais bien sûr, il ne peut pas leur dire toute la vérité.
Nos héros leur racontent que les parents de Let ont perdu la vie dans l'incendie de leur maison, qui a également laissé Let avec d'horribles brûlures au visage. C'est pourquoi il porte un masque en permanence et pourquoi il est parti à la recherche d'une potion qui pourrait le guérir. Quant à ces guerriers, ils disent qu'ils remboursent une dette qu'ils ont envers les parents de Let. C'est une histoire assez tragique, mais l'un des enfants veut juste savoir si Gold et Nemunu sortent secrètement ensemble. Ce n'est toutefois pas le cas, car Gold dit que Nemunu ne pourrait jamais égaler son éclat doré, et Nemunu déclare que son cœur appartient à Let. Ailleurs, Quito finit d'éliminer les trolls géants qu'il recherchait. Yannick le félicite pour son excellent travail, mais Quito est furieux. Il explique que sa grande épée est une arme légendaire prestigieuse, et non un couteau de boucher servant à découper des monstres insignifiants. Quito déteste devoir faire ce genre de travail fastidieux, mais Yannick lui rappelle que la collecte de ces échantillons est essentielle pour ses recherches. Quito veut continuer à devenir plus fort, et les recherches de Yannick visent à trouver un moyen de dépasser les limites de croissance imposées à chaque race. Ils ont éliminé plusieurs monstres jusqu'à présent, mais Yannick déclare que la prochaine étape consiste à rassembler la matière première pour son expérience, à savoir des humains. Cette partie enthousiasme Quito, qui déclare que le moment est venu de commencer la chasse. Le lendemain, la réceptionniste de la guilde est extrêmement reconnaissante envers Let, qui a rapporté une nouvelle cargaison de pierres précieuses à la guilde. Elles ont une valeur inestimable, et tout le monde dans la guilde ne parle que du groupe de Let. Nemunu souligne à nouveau que Let mérite d'être classé S, mais Let est juste impatient d'être payé. La réceptionniste veut s'assurer que son aventurier le plus précieux est satisfait, alors elle leur propose de leur offrir un repas pendant qu'ils attendent. Elle propose même de leur préparer un repas complet, mais Let n'est pas intéressé. Après cela, les guerriers de Let discutent du fait que la réceptionniste a complètement changé d'attitude après avoir réalisé la valeur de Let. Nemunu veut donner une leçon à tous ceux qui ont douté de lui, mais Let lui rappelle qu'ils doivent limiter la violence au minimum, du moins pour l'instant. Alors qu'ils marchent, Let remarque que tout le monde en ville parle d'eux et qu'ils ont même donné à son groupe le nom de Black Matli. Certains hommes veulent poser des questions à Let, mais Nemunu le protège farouchement. Les hommes se présentent comme Sullivan et Gilbert, et expliquent qu'ils ont entendu parler de la bataille contre les Mantes. Ils ont également entendu dire qu'ils avaient atteint le niveau 5 du donjon, mais Gilbert trouve cela incroyable. Il fait remarquer qu'ils essaient d'atteindre ce niveau depuis des années, et qu'il est donc impossible que ce nouveau groupe de rang FI soit parvenu aussi rapidement. Nemunu s'offusque qu'ils doutent de Let, mais Sullivan explique qu'eux-mêmes et beaucoup d'autres personnes les encouragent en réalité. Let ne comprend pas vraiment pourquoi, alors Sullivan souligne que quelqu'un doit prouver que les humains peuvent rivaliser avec les autres races. Mieux encore, ils espèrent que les Black Matli pourront même surpasser les autres races afin de les humilier. Après leur départ, cependant, Let surprend une conversation entre des membres d'autres races qui trouvent que les humains disent des choses stupides. Ils pensent que les humains ne pourront jamais les surpasser et sont convaincus que la bataille contre la menthe religieuse n'était qu'un mensonge. Ce qu'ils ont le plus de mal à croire, c'est qu'un humain ait pu lancer un sort de classe tactique sans incantation. Gold est déçu de voir à quel point les autres races leur manquent de respect, alors ils décident qu'ils doivent simplement montrer leur puissance en obtenant des résultats. Nos héros pénètrent à nouveau dans le donjon et, sur le chemin du retour vers le 5e étage, ils croisent l'autre groupe. Maya a un cadeau pour Let et elle explique que c'est quelque chose que sa grand-mère lui a appris à faire avant de mourir. Maya voulait vraiment faire quelque chose de spécial, alors elle révèle qu'il s'agit d'une pommade pour les brûlures. Elle ne fera pas disparaître les cicatrices, mais elle espère qu'elle pourra au moins l'aider à soulager un peu la douleur. Elle craint qu'il ne veuille pas l'accepter, mais il est en fait simplement surpris par sa gentillesse et accepte le cadeau. Elio révèle qu'elle a passé plusieurs jours à réfléchir au cadeau idéal, mais cela ne fait qu'embarrasser sa petite sœur. Let a lui-même réfléchi à quelque chose et vient de décider qu'elle le mérite. Let lui rend l'appareil, mais Maya ne se sent pas à l'aise d'accepter quelque chose d'aussi gentil. Let insiste cependant, expliquant que son cadeau l'a vraiment touché. Tout le monde complimente son bon goût, et Maya promet de le chérir pour le reste de sa vie. Cette nuit-là, Nemunu se demande toutefois si Let a bien fait d'offrir ce cadeau à Maya. Il s'avère que ce n'était pas un cadeau ordinaire, car le bracelet que Let lui a offert était en fait un objet doublement rare. Il s'agit du bracelet des vœux, et Nemunu pense qu'un objet d'une telle valeur n'aurait pas dû être offert en échange d'une pommade maison. Let répond avec désinvolture qu'il pensait que c'était une bonne affaire, et Gold est d'accord avec lui. Ce bracelet des vœux est un objet qui peut réaliser de petits miracles si l'on souhaite suffisamment fort, et il n'a pratiquement pas de prix. Gold comprend que Let l'a choisi spécialement pour Maya, et il lui dit que c'était très attentionné de sa part. Nemunu est convaincu, et Gold lui rappelle d'être moins matérialiste. Quand ils arrivent au 5e étage, Let est content de voir qu'il n'y a personne d'autre ici. Gold est d'accord pour dire que la dernière chose dont ils ont besoin pour l'instant, c'est d'attirer l'attention, mais Nemunu fait remarquer que Gold est celui qui adore attirer l'attention. Let leur confie la tâche de trouver le Yanis qu'il doit vaincre, et il montre une fois de plus les possibilités infinies de ses pouvoirs. Il utilise une autre carte, qui le téléporte du donjon jusqu'à son château.
Ses autres guerriers attendent son retour avec impatience et saluent tous Maître Lett. Lett explique que l'opération Aventure se déroule bien et que cela a été un changement de rythme très agréable. Il est également de bonne humeur car il s'est fait des amis, qui lui ont démontré qu'il y a encore du bon dans ce monde. Quant à l'opération Vengeance, les filles expliquent qu'elles sont sur le point de tout mettre en place et qu'il ne faudra plus beaucoup de temps avant que tout soit prêt. Lett félicite Ellie d'avoir tout sous contrôle et se dit qu'il n'avait probablement même pas besoin de revenir. Quant à Mai, Lett lui demande de continuer à gérer tout ce qui se passe dans l'abîme. Aoyuki continuera à explorer la forêt ancienne, et Nizuna est impatiente de connaître les ordres qu'il lui donnera. Lett pense qu'elle n'est pas faite pour les plans minutieusement élaborés, alors il lui dit simplement de veiller à la sécurité de tout le monde pendant son absence. Il ajoute qu'ils ne peuvent jamais savoir quand un méchant super puissant va apparaître, alors Nizuna promet de ne laisser personne se blesser. Ellie n'arrive pas à croire que Nizuna soit vraiment d'accord avec un ordre aussi simple, mais Nizuna fait remarquer qu'elle ne peut pas faire son vrai travail tant qu'Ellie n'a pas terminé ses préparatifs. Ellie lui assure qu'elle va bientôt avoir fini, car Lett mérite ce qu'il y a de mieux, et Lett est ravi de l'entendre. Sa prochaine cible est Sasha, et il est impatient de voir son expression lorsqu'il viendra se venger. Lett sait simplement qu'elle sera malheureuse, et il a hâte que ce jour arrive. De retour dans le donjon, nous voyons que Gilbert et Sullivan se trouvent au 3e étage. Ils discutent du groupe Black Matli, car celui-ci reste un grand mystère. Selon les rumeurs, l'homme au masque noir aurait été capable de lancer un sort de classe tactique sans incantation lorsqu'il a vaincu Manti. Gilbert refuse de le croire et dit que même si c'est vrai, alors l'homme masqué doit être soit un chevalier légendaire, soit un héros réincarné du passé. Sullivan espère vraiment que c'est le cas, car les humains ont besoin d'un champion capable de renverser la société dirigée par des discriminateurs qui haïssent les humains. Sullivan va faire pipi, mais quand il revient, il est horrifié de voir que son groupe a été massacré. Tout cela est l'œuvre de Quito, qui explique à quel point il est dégoûté par ces humains. Sullivan est horrifié par cette scène macabre, mais il se rappelle de rester sur ses gardes, car cet homme est manifestement dangereux. Quelque chose cloche, car Sullivan se dit qu'il se trouve actuellement dans les marais. Il y a de l'eau partout, son groupe aurait donc dû entendre des éclaboussures lorsque l'agresseur s'est approché. Ce n'est manifestement pas ce qui s'est passé, car les corps de ses coéquipiers ne montrent aucun signe de lutte. Sullivan est convaincu que cet homme a utilisé une sorte de sortilège, et nous voyons que Quito est furieux, comme toujours. Il fait remarquer que même le plus humble des vers réagirait si on piétinait ses amis, et il veut voir une réaction de la part de Sullivan. Cependant, Sullivan continue de réfléchir, car il estime que même un seul elfe serait trop difficile à gérer pour lui. Son seul objectif pour l'instant est de s'échapper d'une manière ou d'une autre afin de pouvoir signaler cela à la guilde des aventuriers. Quito continue de manquer de respect au corps de Gilbert afin de provoquer Sullivan, mais ce dernier se contente de présenter ses excuses à son vieil ami. Il utilise un écran de fumée pour s'échapper et se dit que la plupart des sorts de combat sont totalement inutiles si l'attaquant ne peut pas voir son adversaire. De plus, cet étage tout entier est comme le jardin de Sullivan, car il vient ici depuis des années. Il veut s'assurer que Quito soit puni pour ce qu'il a fait, mais il est choqué lorsqu'il est attaqué par quelque chose. Il se demande si c'était de la magie, mais cela devrait être impossible. Il était impossible de voir quoi que ce soit dans la fumée, et Sullivan est sûr d'avoir été touché par quelque chose de physique. À ce moment-là, il voit que Quito flotte au-dessus de tout cela, et Sullivan n'arrive pas à croire qu'il va perdre à cause d'une ruse aussi minable. Yannick arrive pour l'assommer et traite Sullivan de déchet pour avoir essayé de s'enfuir. Yannick exprime ensuite sa déception, car il avait dit à Quito qu'il avait besoin d'humains vivants pour son expérience. Quito les a tous éliminés sauf un, mais il pense que cela devrait suffire. Malheureusement, ce n'est pas le cas, car Yannick souligne que les expériences réussies ne sont construites qu'à partir d'échecs répétés. Quito accepte d'être plus prudent à l'avenir, mais déclare que si un humain bon a rien fait quoi que ce soit pour le contrarier, il ne se retiendra pas. Yannick, quant à lui, estime que les humains ont effectivement de la valeur, mais uniquement en tant qu'animaux de laboratoire pour ses expériences. Il déclare qu'ils feront comprendre aux humains le rôle que jouent les vermines comme eux dans le grand schéma de ce monde. Peu après, les héros remettent d'autres gemmes à la guilde, et Nemo demande une nouvelle fois que son maître, Dark, soit promu. La réceptionniste panique en lui faisant remarquer qu'ils viennent de faire une exception pour lui l'autre jour lorsqu'il a été promu directement du rang F au rang D, mais Nemo estime que cela ne suffit pas. La réceptionniste tente d'expliquer qu'ils utilisent un système pour prendre ce genre de décision, mais Nemo déclare que la grandeur toute puissante de son maître ne peut être mesurée par aucun système. Elle continue de penser qu'il mérite le rang SS, mais Gold aimerait qu'elle se rende compte à quel point cela nuit à l'image de Light. Malheureusement, il n'y a rien à faire, car trop peu de temps s'est écoulé depuis l'inscription de Light. La réceptionniste dit toutefois que les choses pourraient être différentes s'il accomplissait un autre exploit, comme vaincre la menthe, ce qui donne une idée à Light. Light apprend que quelqu'un a mis fin à la vie d'aventurier et il décide que cela pourrait être l'exploit qui lui permettrait de monter encore plus dans le classement. Les guerriers de Light sont d'accord, mais malheureusement, ils ne disposent d'aucune information,
car le suspect n'a toujours pas été identifié. Gold se demande pourquoi il ne tire pas simplement une carte qui permettrait de localiser le suspect, mais Light lui rappelle que les cartes qu'il obtient du gacha sont aléatoires. Nemo suggère de le rappeler de l'abîme, mais Gold n'est pas sûr que cela soit utile. Light fait remarquer que ce tueur d'aventuriers ne s'en prend qu'aux humains, et qu'ils ne peuvent donc pas le laisser agir en toute impunité. À ce moment-là, Light sent quelque chose et un portail s'ouvre dans la pièce. Light est alors horrifié lorsque le corps inconscient de Mia tombe du portail et qu'il se rend compte à quel point elle est gravement blessée. Mia est incapable de lui répondre lorsqu'il l'appelle, et le bracelet qu'il lui a donné se brise sur son poignet. Lorsque Mia se réveille, elle est à peine capable de parler, mais elle a quelque chose d'urgent à dire à Light. Light la soigne, mais elle perd à nouveau connaissance. Light s'excuse alors qu'il doit fouiller dans ses souvenirs pour comprendre ce qui se passe. Light utilise une carte d'hypnose et voit un souvenir du groupe de Mia apprenant l'existence du tueur d'aventuriers. On leur a dit que toutes les victimes étaient des humains et que le coupable n'était pas un monstre. Le suspect lance plusieurs sorts avec des attributs différents, ce qu'aucun monstre ne pourrait faire. Mia était convaincue que leur groupe n'avait aucune chance contre le suspect, et on leur a également conseillé de partir. Elio a décidé que leur groupe partirait, mais il n'avait pas beaucoup de temps avant la tombée de la nuit. Il a rapidement fait nuit noire, et Elio a demandé aux autres de continuer à avancer afin de s'éloigner le plus possible. Elio a remarqué à quel point tout le monde était épuisé, car ils marchaient depuis toute la journée et n'étaient même pas à mi-chemin de leur destination. Il faisait déjà nuit et tout le monde était complètement épuisé, mais Elio savait qu'il ne pouvait pas prendre le risque de camper pour la nuit. Malheureusement, cela n'avait pas d'importance, car ils furent abordés par un trio mystérieux. Ils se présentèrent comme des aventuriers inquiets qui avertirent le groupe qu'il était dangereux de rester dehors la nuit. Les jeunes se souvenaient de ce trio et Mia s'inquiétait qu'il n'ait pas entendu parler de la nouvelle. Elio a dit aux inconnus que quelqu'un avait tué des aventuriers et leur a conseillé de quitter le donjon comme eux. Keto a continué à jouer le jeu en faisant semblant de remarquer que le nombre d'aventuriers avait soudainement diminué, et il a remercié le groupe de jeunes de les avoir prévenus. Jinra était contente de voir que ces resquilleurs n'étaient pas si mauvais après tout, mais la conversation ne s'est pas arrêtée là. Le trio cessa de jouer la comédie, et Keto décida qu'ils auraient dû faire plus d'efforts pour dissimuler leurs crimes. Keto n'avait aucune idée que la nouvelle de leurs actions se répandrait si rapidement, et Yannick se rendit compte que la guilde était plus compétente qu'il ne le pensait. Elio, trop confiant, ne comprenait pas pourquoi il parlait ainsi, et Yannick répondit que ce genre de stupidité était tout à fait normal chez les humains. Il n'arrivait pas à croire qu'ils aient dû leur expliquer la vérité, et Keto ajouta que les humains étaient toujours aussi bêtes. Keto clarifia alors la situation en déclarant que le groupe d'Elio serait le dernier lot d'insectes qu'il écraserait pour la journée. Elio comprit rapidement que ces types étaient les suspects, alors il n'hésita pas une seconde avant de dire à Mia de s'enfuir. Au fond de lui, Elio savait qu'il n'allait pas survivre, alors il dit à Mia que les autres allaient combattre les suspects afin de lui laisser le temps de s'échapper. Elio se précipita, sachant qu'il ne pouvait pas laisser aux suspects le temps d'agir, mais cela rendit Keto furieux. Il savait que ce groupe était surpassé et moins bien armé, et le fait qu'il pense pouvoir gagner du temps contre lui était insultant. Il a reporté sa colère sur Elio, et les autres ont regardé avec horreur leur chef se faire éventrer. Mia a crié à son frère, et les deux autres gars se sont précipités pour venger leur meilleur ami. Malheureusement, ils ont connu le même sort, et Mia n'en croyait pas ses yeux. Il y a quelques heures à peine, c'était une journée normale, mais maintenant, tout son monde s'écroulait. Warren était le seul à avoir encore assez de force pour parler, alors il utilisa ses derniers instants pour dire à Mia de se relever. Warren savait qu'elle était paralysée par l'horrible spectacle de tous ses amis massacrés, alors il savait qu'il devait la sortir de là. Warren utilisa alors le peu de force qui lui restait pour lui crier de s'enfuir. Jinra, d'ordinaire insouciant, ne savait même pas que son vieil ami pouvait crier aussi fort, et il montra qu'il lui restait lui aussi un peu de vie. Jinra se tint aux côtés de son camarade, et les deux amis chargèrent courageusement les assaillants ensemble. Mia les appela, sachant qu'ils n'avaient aucune chance, mais les garçons étaient déterminés à la protéger. Keto ne vit cela que comme une insulte, cependant, et il détestait cela plus que tout. Yannick savait à quel point Keto pouvait se mettre en colère lorsqu'il était insulté par des humains, alors il essaya de lui dire de se calmer, car sa prochaine attaque allait clairement leur coûter la vie. Mais Keto était aveuglé par sa rage, alors il lança son attaque horrible et mit fin à leur vie. Mia hurla, tremblant en voyant la scène, mais Yannick était simplement déçu. Il rappela à Keto qu'il ne pouvait pas utiliser d'humains pour ses expériences à moins qu'il ne soit en vie, mais Keto lui rappela qu'il mettrait fin à la vie de quiconque lui compliquerait la tâche. Keto fit remarquer qu'il en avait laissé un en vie, et Yannick s'en réjouit, car les mages humains étaient particulièrement précieux pour ses recherches. Les autres auraient également été utiles pour ses recherches, mais Keto promit d'être plus prudent à l'avenir. Keto a ensuite montré un côté encore plus sinistre de lui-même en révélant à Mia ce qu'il avait prévu pour elle. Il lui a dit qu'elle devrait se sentir honorée, car il était un héros légendaire, mais Mia était horrifiée par cet homme maléfique. Soudain, une voix a appelé Mia. C'était Elio,
qui a utilisé le peu de vie qu'il lui restait pour dire à Mia de s'enfuir. Yannick a été impressionné de le voir s'accrocher si farouchement à la vie, alors il a insisté pour que Keto le laisse en vie. Il savait qu'Elio serait un spécimen de choix pour son expérience, alors Keto a accepté à contre-cœur. Le corps d'Elio était couvert de sang, et il savait que sa vie était pratiquement terminée. Mais cela n'avait aucune importance, car tout ce qu'il voulait, c'était s'assurer que Mia survive. Il lui dit qu'elle devait s'enfuir à tout prix, mais il voyait bien qu'elle était encore paralysée par la terreur. Elio réussit à l'atteindre en lui souriant et dit à sa sœur de s'enfuir. Les deux se mirent à pleurer, sachant que c'était peut-être la dernière fois qu'ils se voyaient, et Elio dit à sa sœur de courir aussi vite qu'elle le pouvait afin de pouvoir vivre longtemps. Mia a finalement trouvé le courage de s'enfuir, mais Yannick a ordonné à Keto de la capturer. Elio a fait de son mieux pour l'en empêcher, mais il a été repoussé d'un simple geste. Yannick a rappelé à Keto qu'il avait besoin du garçon vivant, mais Keto a fait remarquer que les humains étaient plus difficiles à capturer qu'à éliminer. À ce moment-là, Ellie s'est souvenu de ce que Gold lui avait enseigné. Il a repensé à ce que Gold avait dit, à savoir que les combats reposaient sur la créativité et l'habileté. Keto comprit que s'il utilisait sa tête pour agir, il pourrait peut-être déstabiliser son adversaire. Elio se rappela comment Gold utilisait un bouclier pour attaquer et une épée pour se défendre. La rage monta en Elio tandis qu'il répétait sans cesse les paroles de Gold. Lorsque sa colère atteignit son paroxysme, Elio lança son épée sur Keto. Keto l'esquiva bien sûr, mais cela le détourna également des véritables intentions d'Elio. Ce dernier utilisa son bouclier comme une arme et réussit à porter un coup puissant à Keto. Keto resta sans voix, et Elio ne put s'empêcher de rire de la situation. Comme il n'avait toujours aucune chance de survivre, il se réjouit au moins d'avoir réussi à tromper Keto. Elio traita Keto de loser et lui dit d'aller se faire voir, ce qui rendit Keto complètement fou. Keto n'avait jamais été aussi en colère et il perdit complètement le contrôle. Il traita Elio de déchet humain et utilisa une attaque spéciale de son arme pour transpercer le corps d'Elio. Elio avait du mal à respirer, le corps transpercé, et Keto déclara que personne ne pouvait s'en tirer après l'avoir frappé au visage. Il prévoyait de faire subir à Elio une douleur pire que la mort, mais Yannick l'en empêcha. Il rappela à Keto que les choses pourraient se compliquer sérieusement si les gens à l'extérieur apprenaient ce qu'il faisait, et lui dit de se contenter de poursuivre la fille. Mia courut désespérément pour raconter à quelqu'un ce qui s'était passé, mais elle fut arrêtée par Keto. Il lui expliqua qu'il pouvait créer plusieurs lames et les contrôler à volonté grâce à son arme. Il s'agissait d'une arme de classe fantasme du royaume elfique, une épée légendaire connue sous le nom de Grandius. Mia ne pouvait que regarder Keto démontrer son contrôle exceptionnel de cette arme, créant plusieurs lames et les utilisant comme des marches. Mia refusa toutefois d'abandonner, car elle ne voulait pas gaspiller le temps précieux que son frère et ses amis lui avaient fait gagner. Elle demanda à son pouvoir magique de l'aider sous la forme d'une lame et utilisa plusieurs épées de glace pour attaquer Keto. Keto les détruisit rapidement, mais il fut agacé de voir qu'il ne s'agissait que d'une diversion. Mia voulait désespérément trouver Dark, car elle savait qu'il pourrait l'aider, mais Keto la rattrapa à nouveau. Keto lui dit d'abandonner et d'écouter les ordres d'un héros légendaire, mais Mia refusa. Dans sa colère, elle dit à Keto qu'il n'était pas du tout un héros légendaire. Elle déclara que les héros étaient gentils et forts, et qu'ils ressemblaient davantage aux héros connus sous le nom de Dark. Mia traita Keto de tyran qui s'en prenait uniquement aux faibles, ce qui déclencha quelque chose en lui. Keto avait été traité de tyran toute sa vie, et on se moquait de lui parce qu'il faisait de la lèche à ses supérieurs. Il avait été expulsé des chevaliers blancs, et tout le monde disait qu'il le méritait. Mia le traita de loser sans caractère, et Keto, tourmenté, perdit le contrôle. Il envoya toutes les lames à sa disposition directement sur Mia, mais celle-ci savait qu'elle devait survivre à tout prix. Tout le monde avait sacrifié sa vie pour elle, elle devait donc à tout prix raconter à Dark ce qui s'était passé. Cela a déclenché le bracelet aveu, et elle a été téléportée directement vers Light. Les guerriers de Light sentent que quelque chose ne va vraiment pas, car Light n'a pas dit un seul mot. Rongé par la colère, Light ne peut que serrer le bracelet, et il dit aux autres qu'il est temps de partir. De retour dans le donjon, Yannick ne veut pas gaspiller un si bon spécimen, alors il soigne Elio. Lorsque Keto revient, Yannick craint qu'il ait mis fin à la vie de la jeune fille, car il ne l'a pas ramenée, mais Keto l'ignore. Keto pense que Mia est peut-être partie en courant pour sauver son frère, et Yannick se rend compte que Keto a perdu sa trace. Yannick n'arrive pas à croire qu'un ancien membre des Chevaliers Blancs ait été battu par une enfant, alors Keto explique qu'elle s'est simplement évaporée dans les airs. Il suppose qu'elle a utilisé une sorte d'objet de téléportation, mais Yannick fait remarquer qu'un humain ne posséderait jamais quelque chose d'aussi précieux. En fin de compte, elle s'est enfuie, et Yannick souligne que cela signifie qu'ils sont dans de beaux draps. Si elle rejoint une guilde et révèle leurs secrets, la nouvelle se répandra certainement jusqu'au royaume des elfes. Très vite, les elfes découvriront où se trouve le Grandius volé, et les chevaliers blancs viendront les chercher. Selon les rumeurs, le capitaine des chevaliers blancs est au-delà du niveau 3000, et tous ceux qui sont sous ses ordres sont au niveau 2000.
Ils sont déjà terrifiants rien que pour cela, mais chacun d'entre eux possède également des armes équivalentes au Grandius. Keto n'arrive pas à croire que cela lui arrive, mais Yannick tente de le calmer. Tant qu'il termine ses recherches, Keto pourra dépasser sa limite de niveau et tous leurs problèmes seront résolus. Keto est soulagé, et Yannick déclare qu'ils doivent simplement trouver un endroit où il pourra poursuivre ses recherches. Malheureusement pour eux, Light arrive pour leur dire qu'ils n'iront nulle part. Keto est choqué, car personne ne peut surprendre un niveau 1500 comme lui, et il se demande comment Light a pu apparaître sans se trahir. Le ton de Light devient sombre pendant un instant alors qu'il met Warren et Jinra au repos. Nemo explique qu'Elio montre encore quelques signes de vie et que ses blessures ont été soignées. Yannick est complètement abasourdi, car il n'a quitté Elio des yeux qu'une seconde, mais ce groupe a réussi à l'emmener. Light soigne Elio et se demande pourquoi quelqu'un pourrait commettre des actes aussi horribles. Il ne comprend pas pourquoi ses enfants ont dû subir une telle injustice, car tout ce qu'ils ont fait, c'est rester ferme dans un monde rempli de discrimination. Ils étaient gentils avec tout le monde et faisaient simplement de leur mieux pour gagner honnêtement leur vie tout en soutenant les rêves d'avenir de Mia. Light dit qu'il ne méritait pas un sort aussi horrible, mais il sait qu'il est trop tard pour changer quoi que ce soit maintenant. Dans d'autres circonstances, Light est sûr qu'ils auraient tous pu devenir de grands amis, mais ce monde a été déchiré. Light lutte pour contenir sa colère et jure de faire payer les criminels pour ce qu'ils ont fait. Yannick tente de se sortir de cette situation en mentant, affirmant que c'est lui qui a soigné le garçon. Cependant, Light ne croit pas à leurs mensonges, car Mia lui a tout raconté. Il sait que ces types ne veulent pas être découverts, alors il leur dit de se détendre, car il n'a rien dit à la guilde. Keto rit comme un fou furieux, car il n'arrive pas à croire à la chance qu'il vient d'avoir. Ils étaient si près de voir leur secret dévoilé, mais maintenant, tout ce qu'il a à faire, c'est d'éliminer ce groupe devant lui ainsi que la fille pour s'en tirer sans encombre. La confiance de Keto atteint des sommets lorsqu'il souligne que tout se passe toujours comme il le souhaite. C'est vrai dans son esprit, car il est un héros légendaire, et cela ne fait que confirmer qu'il est béni par les dieux. Light ne peut que rire de ce type qui se prend pour un héros, et il révèle la véritable raison pour laquelle il n'a rien dit à la guilde. Light prévoit de mettre fin à leur vie de la manière la plus cruelle possible, et il ne voulait simplement pas que quelqu'un sache comment il s'y prendrait. Il jure de les faire souffrir comme Mia et les autres ont souffert, et il promet qu'ils supplieront pour que la mort vienne les soulager. Light jure ensuite sur son nom que lorsque tout sera terminé, il leur ôtera la vie de ses propres mains. Light dit à ses guerriers de rester en dehors de ce combat, et ils obéissent à leur maître. Light a le regard froid, mais cela contrarie Keto. Il refuse d'être méprisé par un humble humain et promet de découper Light en petits morceaux, comme il l'a fait avec tous les humains qui ont osé le combattre auparavant. Il se précipite pour attaquer Light, mais celui-ci l'arrête facilement avec son bâton. Yannick n'en revient pas que l'attaque de Keto ait été repoussée si facilement, et Light se demande si c'est vraiment tout ce dont Keto est capable. Keto n'arrive pas à croire que Light le regarde toujours avec ses yeux, alors il lance une série d'attaques. Il maudit les humains à plusieurs reprises pendant qu'il attaque, mais Yannick comprend ce qui se passe. Il dit que c'est ridicule, car aucun humain dans ce monde ne peut résister au légendaire Grandius. Cependant, Light continue de le contredire, car il bloque facilement toutes les attaques de Keto. Gold traite Keto de chien enragé, et les guerriers sont déçus car Keto ne peut rien faire d'autre que brandir son épée avec rage. Light est tout aussi déçu, traitant Keto de pathétique, et il écrase les entrailles de Keto avec sa première contre-attaque. Keto peut à peine respirer après un seul coup, et Light souhaite qu'il essaie de mieux se battre. Il dit à Keto qu'il devra au moins faire plus d'efforts, sinon il pourrait mettre fin à la vie de Keto par accident. Keto refuse de se laisser rabaisser par un humain, alors il utilise le pouvoir spécial de son épée. Il invoque un nombre incroyable de lames et dit à Light de trembler et de pleurer devant sa puissance. Keto demande alors à Light d'être témoin, car il s'agit du pouvoir du légendaire Grandius. Keto commence à faire pleuvoir ses lames sur Light, qui est en fait surpris par l'efficacité de cette attaque. Light met le feu à la forêt pour se protéger et esquive toutes les attaques. Nemo explique que chacune des lames de Keto est enchantée par la magie et qu'elles ont même des attributs différents. C'est en fait très impressionnant, mais les guerriers sont convaincus que cela ne posera aucun problème à Light. Light continue d'esquiver la pluie incessante de lames et admet que l'attaque a une certaine puissance. Malheureusement pour Keto, Light déclare que cela ne suffira pas. Keto tente de l'attaquer directement, mais Light s'avère impossible à toucher. Bien sûr, cela rend Yannick encore plus fou, car Keto a invoqué une épée pour se faufiler derrière Light, mais Light a quand même réussi à la bloquer. Il n'y a jamais eu d'humain aussi fort dans toute l'histoire, alors Yannick ne peut pas accepter ce qu'il voit. Cela ne devrait pas être possible, et il ne comprend pas comment un humain peut affronter un elfe armé d'une arme de classe fantasmatique. Keto est convaincu que Light triche d'une manière ou d'une autre, et il l'accuse de s'habiller comme un mage alors qu'il est en réalité un guerrier. Il déteste que Light pense pouvoir tromper les gens en s'habillant ainsi, et cela ne fait que renforcer sa haine envers les humains. Light explique que ce n'est pas une ruse, car il est vraiment un mage, mais Keto ne le croit pas. Aucun mage ne pourrait jamais se battre à armes égales avec lui,
Mais cette déclaration ne fait que susciter la pitié de Gold. Light est unique en son genre, il est donc compréhensible que Keto soit si confus. Light lance son attaque à l'épée de glace, et Keto n'arrive pas à croire qu'il ait pu invoquer autant de lames de glace sans incantation. Keto tente une dernière fois désespérément de frapper Light, mais en vain, car Light part ses lames avec les siennes. Yannick reste bouche bée lorsque Light contre complètement l'attaque de Keto. Toute cette scène est irréelle, comme le souligne Yannick, car Light utilise son épée de glace pour éliminer les clones de Grandius un par un. Cela nécessite un pouvoir magique bien supérieur à celui d'un mage elfe, et cela ne devrait pas être possible pour un humain. Keto esquisse un sourire lorsqu'il parvient à piéger Light pour qu'il bloque une attaque, mais Light n'est pas dupe. Il arrête également l'attaque sournoise de Keto, et Yannick commence vraiment à perdre espoir. Aucune attaque n'atteint Light, qui est même capable d'invoquer suffisamment de lames de glace pour les utiliser comme barrière. Light se demande si Keto a fini de piquer sa crise, mais Keto ne comprend toujours pas ce qui se passe. Il suppose qu'il s'agit d'une sorte de blague, car un héros légendaire comme lui ne pourrait jamais être battu par un gamin humain. Keto choque alors tout le monde en déclarant qu'un maestro a reçu l'épée Grandius des cieux et qu'elle devrait être invincible. Light est stupéfait lorsqu'il entend le mot maestro et demande à Keto pourquoi il connaît ce mot. Keto se fait un plaisir de répondre et rit, car la réponse à cette question devrait être évidente. Il déclare qu'il connaît les maestros parce qu'il est né avec le sang d'un maestro dans les veines. C'est pourquoi on l'appelle un submaestro, et Light est stupéfait, car il n'a jamais entendu ce terme auparavant. Merci d'avoir regardé mon résumé.